Bonsoir, je m'appelle Dominique Roux, je suis avocate au barreau de Paris, formée au processus collaboratif, membre du conseil d'administration de la FPDC et membre d'un groupe de pratique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints ce soir et d'avoir répondu présent à cet événement inédit organisé par l'AFPDC sur les groupes de pratique que je vais animer avec Véronique Ardouin. Nous avons voulu, en ce début d'année, nous rencontrer en dépit des circonstances pour échanger avec vous sur ces groupes de pratique, rouages qui nous semblent indispensables au développement du processus collaboratif. L'intérêt que nous portons à ces groupes semble partagé si nous nous en référons au nombre d'inscrits à ce webinaire. Nous avons fait le constat qu'au sortir des formations, les participants sont enthousiastes sur le processus, mais qu'au fil du temps, cet enthousiasme tend à s'émousser s'ils n'ont pas eu la chance de pratiquer rapidement après la formation. Nous avons tous tendance alors à rester dans notre zone de confort et si les occasions ne se présentent pas, nous ne les suscitons plus. C'est pour garder une proximité avec ce process génial qu'est le droit collaboratif que le groupe de pratique est important. Il n'est donc pas nécessaire de pratiquer encore pour participer à un groupe. Le groupe de pratique permet d'échanger, de s'entraîner, de partager, de se créer des occasions de pratiquer, de trouver des solutions à d'éventuelles difficultés, de se créer un réseau et de créer des moments conviviaux, ce qui n'est pas le moindre de ses intérêts. C'est donc pour promouvoir ces groupes que nous avons pensé ce webinaire en réunissant les représentants de 6 groupes qui vont nous donner des idées et susciter des envies. Véronique Ardouin est comme moi avocate au barreau de Paris, formée au processus collaboratif, membre du conseil d'administration de la FPDC et membre d'un groupe de pratique. Nous n'avons pas le même. Elle va nous expliquer comment nous allons nous organiser ce soir et présenter nos intervenantes. Nous allons successivement aborder un certain nombre de thèmes que nous avons élaborés évidemment avec nos consoeurs ici présentes. Il y aura dans un premier temps 1h30 d'échange entre les représentants des groupes de pratique, puis 30 minutes pour vos questions-réponses. Nous avons avec nous 6 représentantes des groupes de pratique. Successivement, je vais vous les présenter. Agnès Saglio du barreau de Brest, Anne Carilla du barreau de Paris, Anne-Carine Repars-Furet du barreau de Paris également, Cécile Cabanadro, également Paris, Célia Danielan du barreau d'Évry et enfin Sandrine Guillermard du barreau de Paris. Toutes, elles vont nous expliquer ce qu'elles font au sein de ces groupes de pratique et comment elles le font. Donc, chers amis, vous connaissez la règle du jeu. Vous allez avoir quelques minutes pour vous exprimer chacune sur les sujets que nous allons aborder successivement. Et Dominique sera la gardienne du temps. Anne, je crois que nous sommes convenus que tu vas démarrer sur la première question. Et la première question va être de présenter vos groupes chacune et les particularités, et déjà en amont de vous présenter chacune. Donc Anne, peux-tu te présenter? Merci Véronique, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre participation à ce webinaire effectivement qui s'annonce passionnant. Je m'appelle Anne-Carilla Danziger et je suis avocat au barreau de Paris. J'exerce quasiment uniquement en droit de la famille et j'ai la chance d'animer un groupe de pratique qui s'appelle Collaborativement Vôtre. Ce groupe de pratique, je ne l'anime pas depuis sa création. Il se trouve que historiquement, ça a été le premier groupe de pratique créé en France par Catherine Bourguès-Habif, qui a longtemps présidé la FPDC et qui l'a créé après sa formation initiale en 2008 ou en 2009. Elle ne se rappelle plus exactement de l'année, mais en tout cas immédiatement après sa formation par les avocates québécoises que certaines d'entre vous, d'entre nous ont connues, qui nous ont formés. Et donc Catherine a créé ce groupe en lançant un appel à tous les praticiens formés en France. Et au début, une toute petite structure s'est créée qui a eu une vie, on va dire, une première vie. Moi, j'ai repris le groupe en 2016. Ce groupe a eu 3 vies. Une première vie entre 2008 et 2012 avec peu de participants et animée par Catherine. Une seconde vie entre 2012 et 2016 avec plus de participants. J'ai eu le plaisir d'intégrer le groupe à ce moment-là. Et puis une troisième vie quand Catherine m'a demandé de le reprendre entre 2016 et jusqu'à maintenant. Alors actuellement, nous sommes 22 participants. Le groupe a un peu grossi au fil des années.
Et notre particularité, nous avons plusieurs particularités, c'est que nous comptons beaucoup de formatrices parmi nous, puisque comme je vous l'ai dit, historiquement, le groupe s'est formé très peu de temps après les premières formations et que les premières membres de ce groupe se sont pleinement investis dans la vie de l'association et dans la vie du processus et sont donc tout naturellement devenues formatrices. Donc nous avons, je crois, 7 formatrices parmi nous. J'ai compté, j'espère que je ne me trompe pas. Et nous avons, et donc beaucoup d'entre nous pratiquent activement le processus et au premier chef les formatrices. Nous comptons aussi beaucoup de médiatrices. Nous avons 2 hommes actuellement, hein. Je parle au féminin, mais en tout cas, les médiatrices sont des femmes. Là, je les ai comptées, je crois que nous avons 3 médiatrices diplômées, j'espère que je ne me trompe pas. Et nous avons aussi des consoeurs qui sont également psychothérapeutes. Donc, une forme de pluridisciplinarité même au sein de notre profession d'avocat parmi les membres du groupe. Et enfin, notre dernière particularité est de comprendre 3 non-avocats, 2 notaires et un expert financier qui sont évidemment tous 3 formés au processus et qui donnent une couleur et une vie à notre groupe un peu particulière, qui nous font sortir de nos zones de confort d'avocats. Voilà, donc voilà la présentation de notre groupe. Merci Anne. Alors, je crois qu'ensuite devait intervenir Cécile. Bonsoir à tous, je suis Cécile Cabanadro, avocat au barreau de Paris. Je vais pour ma part vous parler du groupe Trait d'Union qu'on a créé avec une consoeur au départ après avoir été formée au printemps 2017. Donc c'est un groupe qui est beaucoup plus récent. Avec cette consoeur, on était très enthousiaste de la formation à l'issue des jours de formation. On était vraiment très enthousiaste de la découverte du processus collaboratif. On a d'abord commencé à penser à rejoindre un groupe déjà existant, ce qui s'avérait en fait assez délicat parce que c'est en général, en l'occurrence, les personnes qu'on avait contactées, c'était des groupes un peu formés de longue date, etc. Et en fait, on a pris la décision, après avoir échangé avec des confrères formés et travaillant déjà en droit collaboratif, de créer notre propre groupe. Donc, en fait, on a adressé un mail à tous les participants à la formation avec nous pour demander qui était intéressé. On a eu beaucoup de retours, y compris de confrères d'ailleurs qui étaient en province et assez loin. Et puis finalement, à l'épreuve des faits, ça s'est resserré sur un nombre plus restreint. Aujourd'hui, alors le groupe a été constitué à cette époque-là et il a évolué évidemment au fil du temps. Aujourd'hui, on est un petit groupe, on est 8 consoeurs, 8 consoeurs parisiennes avec des domaines d'activité qui sont variés, mais quand même 2 prédominances en droit de la famille d'abord et un petit peu moins en droit du travail. On exerce toutes individuellement, donc on a des problématiques qui sont très semblables au quotidien, ce qui permet de bien se comprendre dans nos échanges. Et pour la plupart, les consoeurs ont toutes été formées en négociation raisonnée après le processus collaboratif. Donc, parmi nous, on pratique le droit collaboratif pour la plupart. Donc, on a déjà eu des dossiers ensemble ou pas ensemble d'ailleurs. Et nous avons une consoeur qui est en train d'achever sa formation en tant que médiatrice et une qui achève aussi sa formation en tant que coach. Voilà, mais qui demeurent consoeurs toutes les deux et qui vont continuer à exercer la profession et à participer à Trait d'Union. Merci Cécile. Je crois que c'est à Célia, si tu veux bien prendre la parole. Oui, merci. J'allume mon micro. Donc, Célia Danielian, donc moi je suis avocate au barreau de l'Essonne. Je suis présidente de l'APDCE, donc c'est l'association des praticiens de droit collaboratif de l'Essonne. Alors nous avons commencé par créer une association avant de créer un groupe de pratique en 2015 à la suite d'une formation. Dans notre barreau, il y avait 2-3 consoeurs qui étaient formés de longue date, mais qui n'avaient jamais pratiqué parce que finalement, elles n'avaient pas trouvé d'interlocuteur formé dans le barreau pour vraiment se lancer. Et donc, elles ont été un petit peu notre moteur parce qu'elles ont organisé une première session de formation, on était une vingtaine, puis une deuxième, puis une troisième. Donc, dans le barreau de l'Essonne, on est moins de 400.
mais on est quand même 60 formés au droit collaboratif, ce qui est assez important voilà, sur le nombre de confrères. Et donc, lors de la première session de formation, on était aussi tous très enthousiastes, mais on ne se sentait pas de se lancer en droit collaboratif, on ne s'en sentait pas capable. Et donc, on a décidé de créer cette association d'abord pour communiquer auprès du public sur l'existence du droit collaboratif aussi en Essonne et des avocats formés, permettre de créer un site internet, des affiches, etc. Et puis, petit à petit, on a commencé à se réunir de manière assez régulière, au départ informelle, pour réfléchir entre nous sur les méthodes qu'on pouvait mettre en œuvre pour se lancer vraiment, se jeter à l'eau. Et ces réunions nous ont permis de définir certains thèmes, travailler sur les étapes du processus, et puis petit à petit, au gré de nos envies, de voir ce que nous avions envie de faire, et puis faire intervenir des intervenants extérieurs sur un thème précis, et puis ça, très souvent d'ailleurs, simplement échanger entre nous. Nous sommes quand même orientés vers le droit de la famille, même si au départ ce n'était pas un choix, mais les participants sont souvent spécialisés en droit de la famille, et nous essayons quand même d'ouvrir vers d'autres domaines du droit actuellement, mais pour l'instant ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc sur les 60 formés, on est à peu près une trentaine à adhérer à l'association, et nos ateliers réunissent en général 10-15 participants. Voilà. Merci beaucoup Célia. Agnès, je crois que c'est ton tour. Oui, alors je me présente également, Agnès Saglio, avocate au barreau de Brest. Je travaille en droit de la famille et en droit public. Au niveau du barreau de Brest, nous avons eu 2 formations successives en droit collaboratif, une en 2016 et une en 2018, avec à chaque fois une vingtaine de participants. En 2017, j'avais essayé de lancer un premier groupe de pratique, mais qui était un peu retombé sans véritablement prendre. Et finalement, en 2019, avec un autre avocat qui venait d'être formé en 2018, nous avons décidé de créer une association que nous avons appelée AVEC, donc pour les avocats en droit collaboratif en Finistère. Et cette association nous a permis de vraiment développer le droit collaboratif, d'en parler autour de nous, avec beaucoup de réalisations. Notamment, nous avons prévu de faire une nouvelle session de formation et d'ouvrir donc cette session à d'autres barreaux, notamment le barreau de Quimper, par exemple. Nous avons également réalisé une plaquette pour pouvoir présenter le droit collaboratif tant à nos clients qu'aux magistrats ou à des personnes extérieures. Nous avons également expliqué notre démarche au Conseil de l'Ordre qui nous a obtenu une subvention pour nous aider donc dans cette promotion du droit collaboratif. Et de ce fait, avec l'association, nous avons réussi à mettre en place plusieurs groupes de pratique depuis 2019. Donc, en fait, nous sommes une vingtaine d'adhérents à l'association, et sur les groupes de pratique, on est entre 8 et 15 en fonction du moment. Voilà sur notre groupe et sur notre groupe ce que j'avais à dire pour la présentation. Très bien. Je crois qu'Anne-Carine, si tu veux prendre la parole, c'est à toi. Oui, alors merci. Anne-Carine Ropars, donc je suis avocate au barreau de Paris au sein d'un cabinet américain spécialisé en droit des affaires, et je me suis formée auprès de la FPDC en 2013, amenée par une de mes amies qui le pratiquait de façon extrêmement active en droit de la famille. Donc, quand je me suis inscrite à la formation de la FPDC, pour le coup, je pensais être quasiment la seule à être en droit des affaires. Donc, du coup, j'ai ramené des copines pour essayer de ne pas être trop seule dans mon domaine d'activité. Et puis, une fois la formation passée, une fois l'enthousiasme né et conquise par le processus collaboratif, j'ai demandé les adresses en fait de mail de tous mes petits camarades qui avaient été formés avec moi
lors de cette formation et je leur ai proposé de former un groupe en droit des affaires pour ceux qui éventuellement faisaient la même activité que moi. Et j'ai eu le plaisir d'avoir, je crois qu'au début, on était 6, dont Véronique, hein, qui est avec nous. On était 6 à pratiquer en droit des affaires et à avoir envie de pratiquer le processus collaboratif en droit des affaires. Et on s'est manifesté auprès de la FPDC qui nous a aidés à faire grossir notre groupe. Donc, on est monté jusqu'à une vingtaine de personnes. Et puis, on est devenu un noyau dur entre 10 et 15. Et au bout de quelques années, on s'est donné un nom, puis après, on a créé Cap Collaboratif. Et ensuite, on a créé une association, Cap Collaboratif, qui avait vocation à être la première association de praticiens de droit collaboratif en droit des affaires. Et maintenant, on essaye de se développer comme ça, tout en conservant en fait l'origine du groupe, parce qu'on a aussi besoin de ce côté on va dire, plus intime, parce qu'on commence à se connaître depuis un certain nombre d'années et avec toujours autant de plaisir de se retrouver. Voilà. Merci Anne-Carine. Sandrine, c'est à toi. Non, tu n'as pas ton micro. Mets ton micro, Sandrine. Tu actives ton micro. Voilà, pardon. Voilà, Sandrine, tu es avec nous, toute pleine et entière. Vas-y, c'est à toi. Et bonsoir à tous. Donc, je suis Sandrine Henry-Guillermard, je suis aussi avocat au barreau de Paris. Également, quasiment exclusivement, j'exerce en droit de la famille. Et je suis aujourd'hui présidente de l'association collaborative Team, qui est un groupe de pratique, mais qui n'a pas toujours été une association, loin de là, puisqu'en fait, je pense qu'avec Collaborativement Vôtre, on est un des plus anciens groupes de pratique. À l'origine, moi, je me suis formée en 2008 avec les Canadiennes, puis en 2010 avec les Belges. Et cet enthousiasme venu de l'étranger a fait qu'avec mes petites camarades, on était 4, je crois, à l'époque, en 2010, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester comme ça et qu'il fallait qu'on continue à partager ce qui nous avait réunis pendant la formation. Donc, pendant 2-3 ans, on est resté un petit groupe très, très informel de 5 copines. Jusqu'au moment où, à la veille des états généraux, lors d'un cocktail, j'ai mis une liste au mur en disant ceux qui sont intéressés, venez nous rejoindre. Et à partir de ce moment-là, on s'est retrouvés entre 15 et 20 participants de ce groupe de pratique. Et on s'est réunis, et je crois que ça fait 7 ans maintenant, puisque c'était en février 2013, pratiquement tous les mois depuis. Donc on est un groupe moyen, environ 15-16 participants. Aujourd'hui, on est 16 membres. On s'est constitué aussi en association, mais récemment, en 2018, pour des raisons pratico-pratiques, pour avoir un compte bancaire, et puis aussi pour faire partie du collège de la FPDC en tant qu'association, parce que notre groupe, comme d'autres, a des liens très étroits à la FPDC, parce que beaucoup d'entre nous ont participé il y a longtemps, ou très récemment, ou sont encore, ou ont été partie prenante dans la FPDC. Et beaucoup d'entre nous aussi sont formateurs, puisqu'on est, je crois, 5 formateurs à FPDC dans notre groupe, un peu comme Collaborativement Vôtre. La particularité de notre groupe, je crois, c'est d'être un groupe dont la vocation et l'envie est de rester éclectique. Éclectique par rapport au niveau de pratique du processus collaboratif. On a des gens qui n'en ont jamais eu, mais qui viennent toujours et qui entretiennent la flamme. On a des gens qui ont beaucoup de dossiers et qui pratiquent énormément, mais qui ne sont pas forcément formateurs. On a des formateurs qui pratiquent, on a qui essayent, et on essaye de persévérer dans cette pratique de l'éclectisme parce que cette diversité nous nourrit vraiment. On essaye d'être éclectique au niveau du sexe aussi. On a réussi à avoir 2 hommes aussi. C'est plutôt rare, mais on est fiers. On est tous avocats, on est tous en droit de la famille, mais on a des structures d'exercice qui peuvent être différentes et on a aussi 3 médiatrices parmi nous, ce qui nous apporte aussi une autre vue sur le mode amiable. Donc voilà, c'est essentiellement notre groupe aujourd'hui, 16 personnes.
Merci beaucoup, Sandrine. À tous celles et ceux qui nous suivent, bien entendu, les questions nous sommes tout à fait preneuses toutes de vos questions et enfin, nos participantes, pardon, ni Dominique ni moi n'interviendront pour ça, mais nos 6 représentantes de groupes de pratique seront heureuses de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, si vous en êtes d'accord, est-ce qu'on est dans le tempo, Dominique? Ouais. Super, merci. Donc, pardon, juste une chose, Véronique, pour poser vos questions, vous utilisez Q et R. Voilà. Pour questions et réponses, c'est ça? Questions et réponses, absolument. Super. Donc, on va passer à la deuxième question. On va suivre le même ordre d'intervenants pour que ce soit plus facile pour vous. Si je ne me trompe pas, la deuxième question était: que faites-vous au sein de vos groupes de pratique? Et encore, comment le faites-vous? Qu'est-ce que c'est que quelles sont les questions qui se posent? Comment vous organisez-vous les unes et les autres? Anne, veux-tu nous répondre? Oui, bien sûr, avec plaisir. Et nous y faisons beaucoup de choses. Je vais le détailler, mais surtout, ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que nous avons eu plusieurs vies dans la mesure où le groupe est ancien. Et nous avons donc fait beaucoup évoluer la pratique du groupe de pratique, en fait. Et ça, c'est peut-être un des premiers messages que je voudrais faire passer. C'est qu'il faut faire confiance aussi au temps et à, comment dire, à la façon dont la mayonnaise, entre guillemets, va prendre entre tous les participants. Ce qu'on fait au début, au début de la création d'un groupe et la façon dont il vit, dont il, dont il prend vie, peut tout à fait évoluer au cours du temps. Donc, pour ce qui nous concerne, 12 ans de vie, c'est long. Moi, je n'ai participé au groupe qu'à partir de 2008, je crois. Pardon, 2012, hein, pas 2008. À partir du moment où j'ai été... où le groupe s'est structuré de façon un peu plus active au cabinet de Catherine une fois par mois. Mais dès avant cette participation mensuelle, et je vais vous dire ce qu'on y faisait, on avait quand même, une fois formés, donc comme l'a dit Sandrine, par les Québécoises et les Belges, on était toute une bande un peu informelle et on avait une appétence pour des formations aux outils de communication qu'on venait de découvrir et qui nous avaient émerveillés. Donc on se formait beaucoup de façon informelle, mais à l'écoute active, à la négo raisonnée, à la reformulation. On se voyait, je me rappelle qu'on se voyait souvent chez Véronique Chauveau le samedi matin dans la cuisine de son cabinet pour taper la discute. Et il y avait Jean-Luc Rivoire, il y avait Dominique Dolois. C'était très chouette, c'était un peu de la supervision professionnelle, mais sur un mode qu'on découvrait complètement. Et on se disait, en fait, nos difficultés, nos souffrances au quotidien comme avocat. Ça a commencé comme ça, tout simplement. Et puis en 2012, on a pris un rythme un peu plus actif au cabinet de Catherine. On se voyait à peu près une fois par mois. Et là, on a commencé à pratiquer des activités de formation, alors aux outils, toujours aux outils. Au début, c'était les outils. Comment on fait pour devenir performant dans la pratique de cette chose qui, pour l'instant, on ne pratiquait absolument pas. Très peu, rares étaient celles qui le pratiquaient. Je crois que Catherine et Dominique devaient être les seules. Et puis les autres, nous, on était juste spectatrices et en grande demande de formation, mais on ne pratiquait pas. Et puis la troisième vie de ce groupe, c'est celle qui a démarré en 2016, quand j'ai eu le bonheur de commencer à reprendre le flambeau et à réunir le groupe une fois par mois à mon cabinet. Et là, ce qu'on pratique depuis, pour schématiser, parce qu'on a eu, là encore, ça a évolué dans le temps, mais actuellement, on alterne 3 choses. On alterne des réunions de pratique professionnelles pures en droit de la famille, puisque tout le monde fait du droit de la famille, où on échange de façon très ordonnée sur nos dossiers en droit de la famille et où on se forme, alors on s'auto-forme, on se donne des formations, soit on répond à des difficultés qu'on a dans des dossiers, soit on se donne des formations internes sur des thèmes en droit de la famille. Pourquoi? D'abord parce que ça nous fait du bien et que ça nous aide, mais aussi parce que nous pensons que d'être très performant sur la matière est un atout pour maîtriser le processus, particulièrement au stade de l'audit et des options. Et par exemple, vous voyez en ce moment, on a fait tout un module de formation pour booster notre créativité en matière d'options liquidatives et de prestations compensatoires, donc pour développer l'imagination et la créativité au niveau du rendez-vous des options et pouvoir proposer à nos clients des choses innovantes. Et là, les notaires nous sont d'une grande aide. On a réfléchi par exemple au quasi-usufruit sur la prestation compensatoire, par exemple réglée sous forme de quasi-usufruit. C'est quelque chose qu'on ne rencontre pas beaucoup, mais on essaye d'imaginer
ou alors on nous briefe sur la création de SCI pour repatrimonialiser une famille à la suite d'un divorce. Donc, c'est du droit de la famille, mais c'est en lien pour nous intime avec le processus dans cette étape-là. Donc ça, c'est la première série de choses qu'on fait. La deuxième, ce sont des réunions de pratiques collaboratives pures. Donc tout ça, c'est planifié d'année sur l'année. Et là, en pratique collaborative, voilà, on fait plusieurs choses. On peut décider que le thème du jour, ça sera, parce que ça, c'est quelque chose au début qui a préoccupé beaucoup de monde, maintenant un peu moins, mais par exemple, c'était comment on fait pour présenter le processus à un client. Donc, on fait des tours de table, chacun s'exprime. Moi, je fais comme ça. Comment toi, tu organises le rendez-vous de récit? Moi, je fais comme ça. Comment tu fais le placement dans ta salle? Donc, des choses très pratiques en prenant toutes les étapes les unes après les autres. Je regarde mes notes pour ne rien oublier. Et puis, donc, on a aussi on a des difficultés dans les dossiers en processus collaboratif, par exemple des difficultés de succession, de transmission de pièces en cas d'échec d'un processus. Donc, on a eu des thèmes vraiment qui ont permis de faire évoluer la pratique et même certaines clauses des contrats de participation. Et je terminerai en disant sur cette activité-là, j'irai rapidement sur la dernière ensuite, mais on a lancé depuis, ça fait 2 ans maintenant, pendant 2 ans, on a travaillé sur des thèmes qui concernent très directement le métier d'avocat, en lien, là encore, avec le processus, pour se demander quel avocat on reste ou quel avocat on devient quand on pratique le processus. Et on a eu vraiment des échanges extraordinaires, à la fois très personnels, très pudiques, hein, mais très personnels et éclairants sur ce qu'est un avocat, quel avocat nous étions-nous. Et ça a été aussi l'occasion, ce sont aussi des exercices de processus pour nous, au processus, puisqu'on a fait chacune un récit de quel avocat nous étions, récit qui a été reformulé, qui a été donc écouté, entendu. On a exprimé nos besoins sur le métier d'avocat. Et donc, à chaque fois qu'on travaille un thème comme ça, qui est autour du processus, on essaye de s'astreindre aussi à utiliser tous les outils. Et les 2 dernières choses qu'on fait aussi, qui sont importantes, on fait des séances de formation par des tiers. On en fait moins que tout ce que je viens de vous dire, qui est le travail entre nous, soit de formation au droit de la famille, soit de formation au processus et aux outils. Et on fait des séances de formation par un tiers, soit en séance, soit pendant des sessions extérieures qu'on programme à l'avance. Alors, on a fait plein de choses passionnantes. Hein. On a été initié à la lecture de bilan par Patrice Ron, qui est notre expert financier, membre du groupe. On a fait une initiation à la mindfulness. On a fait du yoga nidra, ça c'était vraiment génial. On s'est formé pendant le premier confinement au mind mapping et on a pu ensuite du coup publier un petit article dans la J-Famille sur la présentation du processus grâce au mind mapping. Et puis on a fait une formation au Lego Serious Play, qui est une façon de pratiquer la médiation avec des Legos. Donc ça, on s'est éclaté, je peux vous dire. On n'a jamais autant ri que pendant cette séance de formation. Donc on fait des choses comme ça. Et puis je dirais que la dernière chose qu'on fait, c'est des séances complètement informelles, de défoulement collectif, hein, où on rit, on pleure, on se raconte nos soucis, même nos vies parfois. Et parfois, on en a vraiment besoin. Et on se laisse aller à ça, et ça nous rassure et ça nous repose beaucoup. Merci Anne. beaucoup. Merci Anne. Merci beaucoup, c'était très riche, on a appris plein de choses. Cécile, tu vas nous en dire au moins autant? Oui, alors Trait d'Union, c'est, comme je le disais, un groupe qui est bien plus récent, qui a juste 3 ans et on est moins nombreuses que dans le groupe d'Anne. Là où je l'entends et je me dis ça rejoint ce qu'elle dit, c'est quand même en 3 ans, le groupe a déjà évolué dans son contenu, dans la pratique et dans notre façon de faire, parce qu'évidemment, je pense qu'en fonction des arrivées, départs, de l'évolution des membres qui composent le groupe, ça évolue par la force des choses, puisqu'en fait, c'est vraiment du sur-mesure en fait, en fonction des besoins exprimés, et puis ça évolue avec nous, avec notre évolution, nos formations, etc. Donc en fait, concrètement, nous, on se réunit 1 fois par mois et on s'y tient. Ça dure 2 heures à peu près. Même en ce moment, on essaye de privilégier les réunions en présentiel parce qu'on se rend compte que par Zoom, c'est très, très difficile de maintenir ce lien qui est si important entre nous. Donc, aussi assez concrètement, on essaye d'alterner à chaque séance celle qui fait le compte-rendu écrit de la séance, parce qu'il y a systématiquement un compte-rendu écrit pour qu'on garde trace, voilà, de ce qu'on fait, prépare l'ordre du jour. L'ordre du jour, ensuite, il évolue. Alors, évidemment, nous aussi, nos réunions sont très programmées à l'avance. L'ordre du jour évolue
de façon collective, c'est-à-dire qu'il y a un ordre du jour de départ et puis qui est complété par chacun des membres en fonction en fait de l'actualité dans le mois qui précède la réunion. Alors aujourd'hui, et encore une fois, ça a évolué, mais aujourd'hui, quelle est notre façon de faire? D'abord, on a un tour de table avec notre actualité autour du droit collaboratif, mais ça dépasse parfois aussi un peu le processus collaboratif, mais on essaye quand même de rester dans ce premier tour de table autour de ce qui s'est passé depuis le mois précédent. Ensuite, si l'une de nous l'a souhaité, on prend un temps sur une problématique qui a été rencontrée dans un dossier, alors pas forcément lié au droit collaboratif non plus, hein, ça peut être dans n'importe quel dossier, un problème avec un client, un confrère, etc. C'est-à-dire une problématique sur laquelle on souhaite échanger avec les autres et on essaye donc de s'efforcer là d'être dans l'écoute active, etc. Et ça ressemble effectivement un peu à la supervision. Ensuite, on va échanger autour des découvertes qu'on a pu avoir les unes et les autres en lien avec le processus collaboratif. Donc là, des lectures, des formations, des conférences, etc. C'est-à-dire d'essayer de faire partager au groupe ce qui nous a nourris les unes et les autres. On va aussi échanger sur nos envies et nos besoins de formation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un temps d'échange. C'est vraiment, je dirais, le cœur des réunions, de nos réunions mensuelles. Ensuite, il y a un temps en général, pas systématiquement, mais ça dépend des demandes, un temps plus pratique autour des étapes du processus collaboratif. Donc, comme le disait Anne tout à l'heure, nous aussi, on avait fait une séance en présentant à chacune la façon dont on présentait le droit collaboratif à un nouveau client. On a travaillé sur des exercices d'écoute active en faisant des... Voilà, en prenant chacune à tour de rôle le rôle du client, rôle de l'avocat, etc. On a travaillé sur les définitions de besoins à partir de cas concrets de dossiers préparés par les unes ou les autres en droit collaboratif. Donc ça, c'est vraiment un temps, je dirais, plus d'échange sur les étapes du processus collaboratif de façon très, très concrète où on revient et on replonge vraiment dans et notre formation et notre pratique aux unes et aux autres pour pouvoir s'en nourrir chacune. Et hors nos temps de réunion mensuelle, on organise des temps de formation avec des intervenants extérieurs et ça, on en fait en fait quand même beaucoup. On a fait des formations à titre d'exemple sur l'imagination pour l'étape des options. On a tout été formé aussi à la ProcessCom, à la communication non violente, à la communication non verbale. Voilà. Et en fait, ces formations, elles sont intéressantes parce qu'évidemment, déjà, le fait d'être dans le collectif, et surtout, c'est des formations qu'on organise vraiment sur mesure autour de nos besoins, de nos envies à chacune. Mais surtout, ce qui est important, c'est dans le fait d'être formés ensemble, ça nous permet vraiment d'évoluer, je dirais, dans le même sens, de façon très collective et très enrichissante, à la fois individuellement et collectivement pour le groupe, et de suivre un peu le même chemin comme ça. Et puis évidemment, ces formations, comme ce n'est pas des formations très classiques, c'est des formations pendant lesquelles on échange beaucoup, on se livre beaucoup. Donc ça permet de souder aussi la façon dont on se connaît et dont on évolue ensemble et dont on travaille ensemble. Voilà. Merci Cécile. Célia, est-ce que tu es prête? Oui, alors moi je me retrouve beaucoup je nous retrouve beaucoup dans tout ce qui a été dit. Alors nous avons la chance au barreau de l'Essonne d'avoir un centre de justice amiable, donc nous avons des locaux qui permettent de se réunir donc pour notre groupe de pratique ou pour mettre en place des processus. Donc nous réunissons en général entre midi et 2, le jeudi ou vendredi, parce que c'est plus pratique pour les confrères, tout le monde est disponible, donc on peut manger en même temps qu'on travaille. Nous réunissons généralement 5-6 fois par an, donc tous les 2-3 mois. Et c'est vraiment en fonction de nos envies. On n'a pas de planning préétabli pour l'année. C'est plutôt en fait lors d'un atelier, enfin nous appelons ça des ateliers quand on se retrouve. Lors d'un atelier,
on va fixer l'atelier suivant avec la date, mais aussi le thème. Et c'est vraiment en fonction des problématiques qui vont se dégager dans le groupe. Ce qui a été intéressant en sortie de formation, c'était vraiment de pouvoir faire par nous-mêmes. Et ce n'est que par la suite qu'il a été intéressant de compléter cela par des intervenants extérieurs. Mais je trouve que quand on est en formation, on a vraiment, on voit les paroles des formateurs. C'est vrai qu'on a tous été vraiment éclairés dans nos vies professionnelles par le processus collaboratif. Il y a eu un vrai changement, il y a un avant et un après cette formation. Mais on sortait, enfin ceux du groupe, on est sortis de formation en se sentant pas forcément en capacité de mettre en œuvre ce processus, ne pas être aussi doué que les formatrices, et donc on ne se sentait pas vraiment capable de le faire. Et c'est par nos échanges en groupe de pratique qu'on a réussi vraiment à se lancer. Et puis, ceux qui l'avaient déjà pratiqué pouvaient nous parler de ce qu'ils avaient vécu. Et forcément, ça donnait aussi vraiment envie aux autres membres du groupe. Et on a redécoupé chaque étape du processus en discutant ensemble. On a défini des problématiques, par exemple, le récit. Alors, on était tous concentrés sur la reformulation. Je me rappelle qu'à l'époque, en sortant de formation, c'était pour nous le gros morceau, la reformulation. Donc, on s'est beaucoup exercé à la reformulation. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus simple pour nous. On le voit moins comme quelque chose de vraiment complexe et difficile parce qu'on s'est exercé ensemble. Et puis, on a dégagé des problématiques, des questionnements. Et on a décidé de travailler ensemble dans l'atelier suivant. Donc, on définissait un thème. Et puis, parfois, on a fait donc appel à des intervenants extérieurs, donc les intervenants de la FPDC qui ont toujours été volontaires, qui sont venus jusqu'à nous pour nous aider et puis nous donner un petit coup de pouce. Et puis aussi, on a une expérience qui a été vraiment très enrichissante. On a fait 2 groupes d'analyse de pratique avec un psychologue qui mettait en place une vraie méthode d'analyse de pratique. On était un groupe de 10-12 avec une problématique exprimée par un membre du groupe et après tout un processus avec des questionnements. Ça a été passionnant pour nous et on aimerait le remettre en place. Et puis il n'y a pas longtemps aussi, la semaine dernière d'ailleurs, nous avons fait venir un coach qui est venu nous parler de la peur de l'échec parce qu'on s'est rendu compte que dans notre groupe, finalement, de nombreux confrères, plutôt consoeurs, parce que c'est vrai qu'on a aussi du mal à avoir des hommes, viennent depuis 5 ans quasiment à tous les ateliers et pour autant, malgré un vrai intérêt, ne se lancent pas dans le processus collaboratif. Alors, les outils sont utilisés quasiment au quotidien dans nos pratiques professionnelles. On fait énormément de rendez-vous à 4, mais il n'y a pas forcément de signature de la convention de processus collaboratif. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille aussi sur cette question. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à la vitesse supérieure, même si finalement, on a quand même fait de nombreux dossiers en processus collaboratif. Et pour nous, ce qui a été déterminant, ça a été le divorce par consentement mutuel. On s'est donné un petit défi dans le groupe en se disant, bon, tous nos divorces par consentement mutuel, quand on les fait ensemble, on doit signer une convention de participation au processus collaboratif. Et ça a marché. Et le fait que ce soit des dossiers a priori simples, même s'il peut ensuite y avoir des difficultés, ça nous a permis aussi d'avoir moins peut-être peur de se lancer dans le processus. Et donc, voilà, les unes les autres, on s'est motivés en se disant, bon, cette année, le défi, c'est vraiment de signer au moins une convention et ça a fonctionné. Donc, voilà, nous, c'est plutôt de manière informelle. Ah oui, il y a aussi des moments de convivialité. Donc, régulièrement, on se fait des petits buffets, des petites galettes, des choses comme ça, parce que tout le monde aime bien partager des moments sympathiques. Et ça nous permet aussi, dans ces moments-là, de convier les confrères du barreau qui ne sont pas formés au processus pour
leur en parler et essayer de motiver d'autres confrères. Nous aimerions bien organiser une nouvelle session de formation. Et donc, voilà, régulièrement, on organise des petits moments comme ça pour partager avec les autres et puis essayer de rallier d'autres confrères au processus. Super. Merci beaucoup, merci Célia. Agnès, c'est à toi si tu veux bien. Oui, alors au niveau de notre groupe de pratique, donc on est un peu plus d'une vingtaine d'inscrits à l'association avec. Donc l'idée, c'était on a choisi la date du vendredi après-midi. On a fait à peu près 5 groupes de pratique dans l'année pour vous donner une idée du rythme. Et l'idée, c'est qu'à chaque groupe de pratique, on trouve des intervenants donc 2 ou 4 personnes qui décident d'animer en fait le groupe de pratique. Et à la fin de chaque groupe, on va demander d'autres volontaires, alors qui peuvent être les mêmes qui recommencent, mais qui peuvent être aussi d'autres, pour que en fait, cela tourne et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui prennent cette responsabilité d'organiser le groupe de pratique. D'un point de vue, au niveau des locaux, en fait, on n'a pas de locaux dédiés au droit collaboratif. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est accueilli dans le cabinet de l'un ou de l'autre confrère. Donc, en fait, du coup, ça fonctionne sur inscription et on avait dit qu'en fonction du nombre de participants, on serait obligé de scinder le groupe de pratique en 2 sous-groupes, mais finalement, ça n'a jamais eu lieu. Et donc, en fonction du nombre de participants, on décide du lieu du confrère qui a des locaux assez grands pour nous accueillir. Donc, comme le groupe de pratique est assez récent, puisque c'est 2019, pour l'instant, on est toujours sur le même thème, c'est-à-dire qu'on a repris le processus étape par étape et qu'à chaque fois, on parle d'une étape. Donc, on a vu d'abord le premier entretien, effectivement, comment présenter le processus à nos clients, la convention d'honoraires, le rendez-vous test, ensuite le récit, les besoins, etc., chaque étape. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, au départ, on a repris un dossier de droit collaboratif qui avait été réalisé par 2 consoeurs sur le thème du droit de la famille. Et vraiment, c'était une séparation vraiment très conflictuelle. Et on a expliqué dans le détail la situation. Et en fait, on reprend ce dossier dans le déroulement du processus. Et ça nous fait un peu notre cas pratique que l'on détaille au fur et à mesure. Donc, en fait, l'intervention, elle se déroule un peu toujours de la même façon, c'est-à-dire que ceux du groupe qui ont préparé l'intervention vont commencer par faire un rappel de la théorie pour bien se remettre dans le processus et rappeler en fait les fondamentaux. Ensuite, on cherche 4 volontaires pour faire vraiment la mise en place du cas pratique. Et parfois, ça a été très amusant parce que certains se sont vraiment investis dans le rôle du client ou dans le rôle de l'avocat. Donc, c'est vrai que voilà, c'est des moments aussi très agréables. Et ensuite, on a un temps d'échange avec quand même cette bienveillance du groupe où on dit, voilà, là, il y a ça qui n'allait pas, ou comment améliorer cette façon de voir les choses, ou comment on a pu percevoir aussi la façon de dire les choses. Voilà, donc pour l'instant, on est encore sur ce cycle de formation qu'on espère terminer, mais du coup, avec le confinement, on s'est retrouvé un peu stoppé dans notre élan. Et je pense que dans un second temps, on va aborder des problèmes plus spécifiques, donc peut-être la question des techniques, effectivement, la reformulation, la négociation raisonnée, et peut-être demander à faire venir un intervenant, ça aussi. Mais l'idée, c'est de pouvoir en discuter au sein du groupe de pratique, c'est-à-dire quand on aura terminé ce cycle, eh bien d'en rediscuter et savoir ce qui nous intéresse et qu'est-ce qu'on a envie d'aborder comme nouveau thème. Merci. Véronique n'a pas son micro, donc je vais passer la parole à Anne-Carine, si tu veux bien. Bien sûr. Alors, oui, beaucoup de points communs en fait avec les autres groupes, naturellement, surtout un peu sur la manière dont on s'organise. Il y a certains d'entre nous qui peuvent recevoir, d'autres qui ne peuvent pas, mais ce qu'on essaye au maximum, enfin ce qu'on essayait quand c'était en présentiel, c'était d'alterner voilà, dans les cabinets des uns et des autres pour que ce ne soit pas toujours la même personne qui soit en charge de l'organisation. Moi, j'étais devenue la grande spécialiste des quiches pour les réunions le midi, puisqu'elles ont lieu entre 12h30 et 14h30. On trouvait que c'était une horaire qui était
qui était adéquate, parce que ça permettait, de toute façon, il fallait bien déjeuner, et puis aux uns et aux autres de faire une coupure dans la journée plutôt assez agréable. On partait sur 1h30, on savait très bien qu'on en aurait pour 2 heures, mais ça, c'est la règle du jeu. Voilà, chacun apportait soit à manger, soit de toute façon, on était obligé de manger ma quiche, pour ceux qui n'avaient pensé à rien. Et puis vraiment sur le travail, nous, au départ, on a eu un gros travail d'adaptation en fait, du processus collaboratif à notre activité. Pour la simple et bonne raison, par exemple, en droit de la famille, il y a quand même assez de grandes chances que le mari et la femme se croisent à un moment dans la cuisine, au moment de la répartition des petites cuillères, et puissent envisager de discuter ensemble du processus collaboratif. Nous, quand c'est un processus collaboratif qui a vocation à s'ouvrir entre 2 partenaires commerciaux, par exemple, ou 2 associés dont l'un n'exerce pas forcément au sein de la société, il peut y avoir, on va dire, une difficulté entre les deux à pouvoir émettre l'idée du processus collaboratif, à pouvoir l'exposer. Donc, d'abord, comment en parler à notre client, comment lui présenter pour lui donner une vision un peu du processus collaboratif, quelque chose qui lui parle, qui corresponde à son activité. Donc, vraiment basé sur l'aspect négociation. La lettre qu'on allait adresser à la partie en face, partir du postulat que ce qui pourrait être intéressant, c'était de prévoir des clauses de processus collaboratif dans les contrats. Hein, donc, nous, forcément, c'est quelque chose qui nous intéressait particulièrement parce que si on les mettait qui dans des statuts, qui dans des pactes d'associés, c'était nous ouvrir la porte vers des processus collaboratifs ultérieurs. Donc, on a beaucoup réfléchi à ça. En y réfléchissant, on est venu à l'idée qu'il faudrait que la FPDC se dote d'une charte ou d'un règlement intérieur du processus collaboratif pour qu'on puisse y faire référence dans ces fameuses clauses. Donc, on a été porteur de ce projet au sein de la FPDC, la création de la charte, pour qu'on puisse s'y référer dans des clauses. Donc, tout ce travail d'adaptation a été un travail intellectuel extrêmement riche. En plus de ça, on était tous nouveaux dans cette pratique. Donc, on démarrait du même point de départ qui était la formation, mais après, on avait tout à faire. Donc, ça a été vraiment un travail extrêmement passionnant. Et comme je suis vraiment intimement persuadée que le processus collaboratif pourrait se développer dans plein d'autres matières, notamment en droit public, je pense que là aussi, il y a une adaptation du processus collaboratif aux particularités de l'exercice d'une activité en particulier. Par exemple, je ne sais pas moi, l'expropriation, le droit de l'expropriation, l'urbanisme. Est-ce que le processus collaboratif est applicable à ce type de dossier? Oui, comment? Et réfléchir à comment l'introduire dans ces matières-là. Et j'ai trouvé vraiment que personnellement, c'était extrêmement riche et intéressant de travailler là-dessus. Donc, l'adaptation du processus à notre activité. Et puis, le plaisir de se former en complément. Donc, pareil, de faire venir des formateurs extérieurs. Alors, beaucoup, comme le disait Anne, au départ sur les outils, la reformulation, la négociation raisonnée, la mise en pratique aussi, ça c'est ce qu'on a fait encore cette année, où on a effectivement suivi les étapes d'un processus collaboratif avec un cas pratique. Bref, tout ce qui nous permet de continuer à faire vivre le processus collaboratif dans une activité où, j'ai envie de vous dire, c'est un peu plus dur quand même de le mettre en place que sans doute en droit de la famille, parce qu'en droit des affaires, la partie en face, très souvent, a déjà un avocat. Hein, c'est extrêmement rare une société qui n'a absolument pas d'avocat référent. On arrive avec un différend et qu'on leur dit, bon, voilà, ce qui serait bien, c'est que vous changiez d'avocat et que vous passiez sur un avocat en processus collaboratif. Bon, on a déjà, a priori, une légère résistance. Donc, c'est vrai que ne nous leurrons pas, en droit des affaires, le processus collaboratif se développe moins vite
qu'en droit de la famille, mais nous, on continue à le faire vivre, on continue à l'appliquer. Alors, c'est beaucoup dans des conflits entre associés, parce que c'est certainement ce qui ressemble le plus finalement à du droit de la famille. On n'a pas encore, enfin en tous les cas pas dans notre groupe, enfin en tous les cas pas à ma connaissance, réussi à le mettre en œuvre, par exemple entre deux grosses entreprises du CAC 40, mais on ne désespère pas non plus, on n'est jamais à l'abri du succès. Et puis voilà, le plaisir de se former régulièrement, de créer des événements, des fêtes de Noël. Bon, cette année, forcément un peu moins, hein, puisqu'on était privés de sortie, mais on avait fait une sortie magicien, par exemple, qui nous avait beaucoup, beaucoup plu. On avait fait une formation créativité, on a fait une formation sur, pareil, à nouveau, la reformulation, voilà, plusieurs thèmes qu'on a eu plaisir à développer. Et je dois vous avouer qu'en vous écoutant, le mind mapping, alors je sais que c'était la légothérapie. Ben voilà, ça nous donne des idées de thèmes également à exploiter et à réfléchir pour la suite. Voilà, c'est fait pour ça. Merci Anne-Carine. Merci. Sandrine, veux-tu prendre la suite? Avec plaisir. Alors, en vous écoutant toutes les unes et les autres, et puis avec le recul de l'expérience de ces dernières années, je me dis que ce qui compte avant tout, c'est le plaisir et la variété. Et en fait, ce qui fait pour moi fonctionner vraiment bien un groupe de pratique, c'est l'effet groupe, c'est l'effet d'avoir envie de venir et d'être en capacité d'apporter quelque chose et de recevoir. Et comme le disait, je crois, Anne tout à l'heure, ça change avec le temps. Ça ne sert à rien d'être dans quelque chose de normatif dès le départ. Il faut se faire confiance, il faut faire confiance aux autres. Et l'effet groupe se bâtit sur la confiance de ce qu'on peut apporter. Donc, on va faire tout au long des séances des choses extrêmement variées. Et notre politique, c'était ça, c'était d'essayer de proposer des choses différentes, variées, chaque année et tout au long des années et en fonction des attentes des uns et des autres. Donc, concrètement, ça passe par notre organisation se réunit tous les mois. On a choisi de le faire en fin de journée parce que ça évite les problèmes des rendez-vous, des audiences, etc. On n'est plus disponible, on n'est plus fatigué, mais du coup, on a besoin de manger. Donc, ça aide beaucoup pour la convivialité. On arrive tous avec de quoi manger, de quoi boire, etc. Et on sait que ça va être ou la pause ou la fin de la séance, mais on va avoir ce moment de partage. Et puis, on a le temps. On n'est pas tenu à la minute. Ça autorise les échanges, ça autorise la spontanéité. On essaye de se faire un petit programme pour les dates, mais aussi une espèce de petite session au moins 2 fois par an en se disant de quoi on a envie maintenant. De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans notre réseau? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et partant de là, on a fait comme vous tous, plein de choses extrêmement différentes. Il y a eu une réflexion sur le processus lui-même, la mise en pratique, avec effectivement souvent des formations ou de l'interaction sur les outils de communication. À un moment, on a fait appel à des gens qui sont venus régulièrement sur plusieurs séances consécutives, être là pour nous faire rejouer des scénettes vécues, par exemple, et éventuellement corriger la manière dont on reformulait spontanément ou nous donner des clés sur des choses auxquelles on aurait dû être attentif et qui auraient permis de mieux dénouer la situation. On a travaillé ensemble alors, sur des processus complets, étape par étape, comme l'a fait Agnès, par exemple, j'entendais qu'elle était en train de le faire, mais aussi sur des étapes particulières. On a essayé de se faciliter la vie, c'est-à-dire d'échanger sur nos pratiques en disant de quoi on aurait besoin, qu'est-ce qui ferait que ça marcherait mieux, que ça serait plus efficace. On a fait des fiches de synthèse, on a fait des questionnaires clients, on a échangé des modèles de table d'intérêt, on a échangé des modèles d'audit, on a réfléchi sur la manière dont ça devrait être amélioré ou être fait. On a fait aussi, et on fait de plus en plus parce que c'est notre besoin en ce moment, de l'analyse de pratique, c'est-à-dire de l'échange sur les difficultés de fond, sur les difficultés qu'on rencontre dans la relation, alors dans le processus ou pas forcément dans le processus, mais parce que finalement, le processus, c'est un état d'être. Et tout ce que le groupe apporte, c'est nourrir ça, nourrir l'état d'être. Donc, l'analyse de pratique, c'est très enrichissant, on en a besoin.
On le fait en interne, on le fait avec des intervenants parfois. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a aussi été chercher autour de nous à communiquer avec des professions différentes, celles qui sont des tiers intervenants dans le processus au premier chef. Donc, d'avoir des échanges avec des psychothérapeutes, avec des psychiatres, avec des pédopsychiatres, avec des notaires, avec des comptables, qui venaient parfois d'une manière tout à fait informelle, mais échanger, et avec qui on discutait sur de quelle manière on pourrait les associer à nos processus pour que ça fonctionne encore mieux. On a eu cet aspect-là. On a eu recours à des formateurs extérieurs, alors sur des aspects plus ou moins ludiques. Mindmapping, c'est très bien, mais nous, on a fait un moment, on avait bien aimé des formations sur le look, le vêtement, ce qu'on véhicule, la manière dont on s'habille, quel message on fait passer dans une réunion, comment on va préparer cette réunion. Donc ça, c'était très rigolo. On a fait de la PNL, on a fait des choses extrêmement variées. Et puis, on a essayé aussi de faire des projets un peu fédérateurs pour le groupe. Donc, à titre d'exemple, on a écrit, on a fait des publications sur différents thèmes. Alors, au début, c'était des articles, puis après, ça a été une série. Alors, ça, c'était un long travail, parfois un peu compliqué à mettre en œuvre collectivement, mais de faire des fiches sur toutes les étapes du processus, parce que tout le travail qu'on avait fait en amont, on avait envie de le faire partager, puis ce qui se conçoit bien s'énonce bien. Et le fait de travailler collaborativement autant que possible sur un projet commun, ça a fédéré, même si ça a créé parfois des difficultés, ça a fédéré notre groupe. On a fait un site internet, on a fait des œuvres un peu comme ça, communes et relativement variées, mais ça change tout le temps. Et ça change en fonction de notre humeur, de nos besoins, des difficultés qu'on reçoit et qu'on rencontre dans les dossiers. Mais ce qui vraiment soude le groupe, c'est le plaisir de se retrouver, le fait de recevoir quelque chose et d'apporter quelque chose. Et ça, c'est essentiel. Mais ce que j'aime bien, c'est que je trouve que le groupe de pratique, c'est à l'image du processus. C'est-à-dire qu'il faut arriver, et c'est difficile, à s'écouter, à se reformuler, à s'exprimer nos attentes, à travailler sur nos intérêts et nos besoins. Et finalement, ça fait vraiment miroir avec la pratique du processus collaboratif. Donc, c'est très riche en fait. Et c'est surtout très ouvert. Donc, chaque groupe peut faire quelque chose à son image. Merci beaucoup, Sandrine. Bah, écoute, finalement, tu nous donnes, tu nous emmènes tout simplement vers notre troisième question qui était un groupe, ça se vit, ça s'anime. Comment faites-vous? Et aussi, vous nous présentez une vision quasi idyllique. Vous mangez ensemble, vous allez voir des magiciens ensemble, vous vous habillez ensemble et vous passez tous des moments formidables, toutes et tous. Est-ce que vous avez été confrontés à des difficultés? Et si oui, comment est-ce que vous les avez dépassées? Qu'est-ce qui a pu se passer au sein des groupes de pratique? Est-ce qu'il y a eu des pierres d'achoppement? Anne, est-ce que tu veux nous parler de comment vit un groupe, comment ça s'anime et comment ça se passe pour vous? Alors pour nous, je pense que pour chaque groupe, c'est très différent, hein. Moi, vraiment, je vais vous parler de nous, mais nous, Oui. on est nous. Et quand je dis nous, on est nous, c'est vraiment, ça s'est créé au fil du temps. Et je pense que pour rebondir sur ce que disait Sandrine, il faut accueillir comment dire, l'inconnu et dans la construction du groupe. On ne sait pas comment ça va évoluer, comment on va fonctionner justement. Alors, il y a deux façons de faire. Il y a certains groupes qui vont décider de constituer, de réfléchir à un mode de fonctionnement et par exemple de rédiger des chartes, d'avoir une sorte de règlement intérieur. Le mot est peut-être un peu sec, mais en tout cas de mode de fonctionnement écrit. Nous, on n'a pas du tout fait comme ça, mais encore une fois, ça nous appartient. Et en fait, c'est aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, Véronique, une des difficultés à laquelle on a dû faire face, mais qu'on a surmonté. Par exemple, nous, on n'est pas du tout constitué ni en association, ni on y réfléchit, hein, mais on n'a pas de structure. Et en fait, finalement, au fil du temps, je pense que c'est ça qui nous a soudés, qui nous a aidés, parce qu'on a un mode de fonctionnement très libre. Par exemple, on n'a pas de feuille de présence, on ne fait jamais de compte-rendu. Et on en a parlé, hein, on a parlé de ça, on s'est dit comment on va. Et en fait, on l'a laissé faire, comment dire, on s'est fait confiance, absolument.
on a laissé venir les choses et finalement, ça marche extrêmement bien. On n'est pas toujours évidemment 22, vous vous en doutez. D'autant plus qu'en plus, là, il y a une des participantes qui maintenant est à Bordeaux. Il y a des jeunes consoeurs qui ont des enfants petits. Nous, on se réunit une fois par mois, le lundi ou le mardi. Enfin bref, ça a pu tourner, mais vers 18h30 ou 19h. Donc, voilà, c'est pas toujours possible pour tout le monde, mais c'est pas grave parce que même ceux qui ne viennent pas tout le temps vont finir par venir. En fait, il y a une espèce de turnover, il y a un noyau très soudé, et puis il y a un turnover dont on sait qu'il va avoir lieu. Donc ça, c'était pour revenir à ta question. Ça a été une difficulté. Moi comme, on va dire, comme animatrice du groupe, à un moment, au début en tout cas, je voulais savoir qui venait, parce que oui, j'en profite pour dire, nous, on a un lieu unique de réunion. Alors, on a la chance, parce que Béatrice et moi, Béatrice de Chénion, qui fait partie du groupe, et moi, on exerce ensemble. Et dans notre cabinet, on a une très grande salle de réunion. Et en fait, on a posé la question à tout le monde. On leur a dit, est-ce que vous voulez qu'on tourne dans les lieux de réunion? Et ils nous ont dit non. On est bien chez vous. En fait, c'était très sympa de se l'entendre dire. Et si vous êtes d'accord, on aimerait bien que ça soit tout le temps chez vous. Et ça aussi, ça a créé, alors chacun, encore une fois, ça nous est personnel. Nous, ça a créé une forme de rite. On a un rite, c'est toujours le même lieu et ça nous aide. Et on a d'autres rites un peu peut-être idiots, mais il y a toujours Dominique Hazan, elle apporte toujours des M&M's. Il y a des espèces de gimmicks comme ça qui reviennent tous les mois. Et en fait, je crois que ça nous rassure tous. On sait qu'il y a une porte ouverte. Donc au début, moi, je demandais qui vient pas. Et puis, je m'énervais un peu quand même de temps en temps. Et puis, au bout d'un moment, j'ai complètement lâché prise. Et j'ai dit à tout le monde, voilà, j'ai donné le calendrier annuel en fonction de mes disponibilités. Et puis, à partir de 18h30, le cabinet est ouvert. Il y a un peu à boire et à manger, mais chacun vient toujours avec quelque chose. Hein. Donc là aussi, on laisse faire. Et en fait, ça fonctionne comme ça. Et depuis qu'on fait comme ça, finalement, ça se passe beaucoup mieux et on a toujours du monde. Donc ça, voilà pour le mode de fonctionnement qui, encore une fois, nous est très personnel. Alors, on m'a demandé, le groupe m'a demandé de prendre en charge l'intendance et l'accueil. Et moi, ça me va très bien parce que j'adore ça, en fait. Donc ça tombe bien. Moi, j'adore ça. C'est, je sais pas, mon côté maman, j'en sais rien, mais moi, plus il y a de monde à la maison, plus je suis contente. Donc du coup, plus il y a de monde au cabinet, plus je suis contente aussi. Et c'est pas un problème. Du coup, ça me fait plaisir de le faire. Et voilà, donc vient qui veut, vient qui peut. Et en fait, on fait ni compte rendu, ni feuille de présence, ni tout ça, parce qu'on s'est aperçu que ça permet, il y a plus on le faisait, moins on le faisait, plus il y avait de monde qui venait. C'est-à-dire que moins on se mettait de contraintes, que ça soit comme participant ou organisateur, on va dire, en tout cas entre nous, et mieux ça se passait. Donc ça, c'est notre fonctionnement. Et ça n'empêche pas d'avoir une vie de groupe extrêmement riche, extrêmement structurée, avec vraiment, c'est pas du tout la foire, enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait plein de choses et très organisé. Donc voilà pour le mode de fonctionnement. On a un groupe WhatsApp pour communiquer, donc ça c'est bien pratique. On fait 2 fêtes, une en hiver, une en été. Donc on réserve un restaurant et on se fait des trucs très sympas ou alors au cabinet. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi sur ça? Au début de chaque année, en fait, on fait un tour de table. Entendu dire par plusieurs d'entre vous, on exprime chacun nos envies sur ce qu'on va faire au cours de l'année prochaine. Donc moi, ça me permet de faire un calendrier, de penser à tel ou tel intervenant. On a parmi notre groupe aussi certaines ou certains qui sont plus actifs que d'autres et plus, on va dire, plus, voilà, et qui m'aident, hein, parce que c'est pas évident de porter un groupe d'une vingtaine de personnes comme ça. Donc, si l'accueil physique se fait toujours au cabinet, en tout cas, les idées, l'appel des intervenants, l'organisation, là, je suis pas mal aidée. Donc voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que pendant le confinement, on s'est réunis une fois par semaine et pas une fois par mois. Ça a été spontané, on en a eu vraiment besoin pour ne pas, voilà, certaines n'étaient vraiment pas bien. Et voilà, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Et donc, on a fait des visios une fois par semaine. Là, on continue une fois par mois, mais c'était vraiment, c'était salvateur. Et je terminerai en disant, ça rejoint à la fois la forme et le fond, de se dire, en tout cas pour nous, le cabinet, il est ouvert une fois par mois, le premier lundi de chaque mois, évidemment, tout le monde connaît la date, à 18h30 ou à 19h. Vient qui veut. Le thème, il est ce qu'il est. Même si on est 3 ou 4, ça a pu arriver.
on laisse faire, c'est-à-dire qu'on laisse et il se passe toujours des choses. Et en fait, c'est ce conseil que je voudrais donner, faites confiance à ça, c'est-à-dire que même au début, même quand on est peu, même quand on ne sait pas ce qu'on va faire, même quand il fait noir dehors, qu'il pleut, même quand on n'a jamais traité un dossier de droit collaboratif de toute sa vie, et ben la régularité, cette forme de persévérance et cette confiance à la fois dans l'amitié des autres, dans la bonne volonté, et ben ça finit par créer plein de choses. Et nous, ça fait des années qu'on fonctionne comme ça. Et je trouve que là, vraiment, on a pris un rythme de croisière, mais grâce au fait parfois de ne rien attendre ou de tout attendre de la possibilité du fait que ce n'était pas forcément organisé, mais que ça allait venir. Donc ça, c'est vraiment un message que je voudrais. Faites-vous confiance, faites confiance aux autres. Et comme le disait Sandrine, le plaisir, c'est primordial. S'il n'y a pas de plaisir dans le fait de se rencontrer, et c'est uniquement, enfin, en tout cas pour nous, si on se met que des contraintes et qu'on se dit qu'on va uniquement en fait faire l'équivalent, bosser pendant 2 heures, je ne sais pas si ça peut vraiment prendre. En tout cas, chez nous, ça n'a pas pris du tout. Mais voilà sur la méthode. Voilà comment ça vit, en tout cas chez nous. On va voir donc chez les autres. Ouais, donc Cécile, est-ce que tu veux nous raconter comment ça Oui, se passe alors, à Trétignon et chez comment les difficultés aussi, parce que Anne nous a effacé un peu les difficultés, mais non? Alors, chez Trait d'Union, on se réunit le jeudi, donc une fois par mois, de 17h30 à 19h30. Au départ, on voulait alterner les cabinets, puis assez vite, on s'est rendu compte aussi de la même façon qu'on était bien dans certains cabinets, et puis de façon très facile, on a vite pris des habitudes. Bien sûr, c'est un temps d'échange qui est très convivial, donc on grignote, voilà, chacun emmène des choses et c'est très sympa. Et avant tout, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, par rapport à l'animation du groupe, c'est qu'on est avant tout très contente de se retrouver tous les mois. C'est vraiment un temps pendant lequel c'est important de nous retrouver. Donc, effectivement, nous, on programme les réunions avec les doodles en fonction des disponibilités. On prend les dates qui conviennent au nombre le plus important. Et puis après, évidemment qu'il y a des imprévus de dernière minute pour les uns, pour les autres. C'est pas grave. On tient quand même la réunion avec qui est là et il n'y a aucun problème sur ça. Évidemment, il y a beaucoup de bienveillance. On exerce tous le même métier et on sait les contraintes qu'on a. Donc, d'ailleurs, professionnel, personnel, peu importe. Donc, effectivement, on tient les réunions, on tient ce cadre-là, et puis vient qui veut, qui peut. Alors, sur l'animation et en fait, comment ça vit, effectivement, on réfléchit régulièrement sur nos attentes, sur nos motivations dans le groupe. Et puis, plus récemment, on a aussi réfléchi sur ce qu'on pouvait apporter. En fait, il y en a une qui a lu un ouvrage et qui s'est intéressée à l'intelligence collective, qui est un sujet un peu à la mode. Et donc, on s'est dit, c'est intéressant, au-delà des attentes et de ce qu'on souhaite, qu'on réfléchisse vraiment chacune sur ce qu'on a envie d'apporter au groupe. Ça, c'était très intéressant. Je vais vous dire après un peu ce qu'il en est ressorti. Pour te répondre, Véronique, sur les difficultés, oui, on a rencontré des difficultés dans le groupe par moment. En fait, ce qu'on a fait, c'est un peu ce que disait Sandrine tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'est appliqué à nous-mêmes un processus collaboratif. Donc, on a dédié une réunion à ça en se disant, pour cette réunion, chacune on vient en ayant vraiment réfléchi sur ce qu'on attend, nos besoins, ce qu'on souhaite et ce qu'on souhaite vraiment pour le groupe. Et en fait, ça a été fructueux parce qu'il y a 2 membres à l'époque qui ont dit finalement, faute de motivation, on arrête. Entre-temps, il y a d'autres consoeurs qui sont arrivés. Et je pense qu'en fait, c'était bien parce que ça permettait, comme on le dit, enfin, je veux dire, c'est effectivement le groupe de pratique, c'est le meilleur lieu pour faire du droit collaboratif. C'est-à-dire qu'on s'écoute, on s'écoute avec bienveillance et puis voilà, en fait, toutes les apports sont bons, toutes les opinions sont bonnes et puis ça permet à chacun aussi de savoir un peu où il en est. Ce qui pour moi est important aussi par rapport à l'animation du groupe, c'est qu'évidemment, même en n'étant que 8,
Voilà. On est des personnalités, on a des personnalités différentes, on est des avocats différentes, on a des façons d'exercer différentes, des approches différentes. On n'a pas forcément les mêmes attentes, on n'a pas forcément les mêmes motivations. Il y en a certaines qui ont plus d'appétence pour organiser les réunions, pour les aspects matériels. Il y en a d'autres qui ont plus d'appétence pour lire, pour faire des fiches de lecture pour les autres. Il y en a qui préfèrent réfléchir sur des formations. Enfin voilà, chacun en fait a sa façon de nourrir le groupe, et cette réflexion qu'on a eue sur qu'est-ce qu'on peut apporter les unes les autres, c'était vraiment intéressant parce qu'en fait, personne n'apporte la même chose dans le groupe de pratique. Et ce qui est important, c'est ça. En fait, c'est juste de respecter la diversité de ce qu'on apporte en se disant qu'est-ce que ça apporte au collectif de ce groupe-là. Et faire ce travail de réflexion en transparence et de bienveillance quand on en parle, je pense que c'est ça aussi qui permet vraiment de faire vivre un groupe de pratique. Voilà. Et je crois que je vous ai à peu près tout dit. Réactive mon micro. Merci beaucoup, Cécile. C'est riche tout ça. Alors maintenant, je crois que c'est à toi, Agnès. Non, ah non, Célia, pardon, excuse-moi. J'étais pris dans le. Ça y est, moi, j'étais au milieu de tous ces groupes de pratique. Pardon, Célia, j'ai raté le fil. À toi. Alors, pour nous, je pense que le mot liberté est revenu chez Anne et Cécile. Alors, c'est vrai que pour nous, c'est aussi un espace très libre, nos ateliers. Donc, en général, on fixe ensemble la prochaine date. Quand on arrive à s'organiser suffisamment à l'avance, on fixe pour un atelier pour dans 2 mois ou 3 mois. Et vient qui veut, et c'est aussi sans inscription. Donc moi, mon rôle, je ne me considère pas comme une animatrice de groupe, mais plutôt comme une organisatrice pratique. Donc j'envoie un mail à chaque adhérent pour rappeler la date. En général, quelques jours avant, je rappelle la date, et puis le thème également. Et je pense que ce qui est très important pour faire vivre un groupe de pratique, c'est qu'il y ait quelqu'un comme ça qui soit moteur. Alors nous, au départ, c'est vrai que nous avions Brigitte Curchot, qui était notre présidente, qui a créé l'association et qui était très dynamique et qui nous a tous beaucoup motivés. Maintenant, elle continue à participer à notre groupe, mais elle est retraitée, donc elle n'est plus dans la vie active. Mais c'est vrai que c'était vraiment très intéressant d'avoir quelqu'un au départ qui était formé depuis plus longtemps que nous pour lancer vraiment la machine. Et puis moi, j'ai pris le relais donc au niveau de l'organisation. Et puis finalement, le groupe vit un peu de lui-même. À savoir qu'il crée ses propres besoins, les échanges. Parfois, effectivement, il y a des échanges qui sont pas du tout structurés, qui sont à bâton rompu. Parfois, on parle dans tous les sens. Parce que bon, les avocats, on sait aussi que c'est difficile parfois d'arrêter les uns et les autres. Chacun a envie de parler de son expérience personnelle, parler de son dossier. Et je pense que c'est des moments, en réalité, qui sont extrêmement importants pour nous. Et même s'ils ne sont pas vraiment structurés, on en tire tous beaucoup de bénéfices. Ça nous fait beaucoup de bien de pouvoir avoir aussi cet espace de parole. Comme on est une association, une fois par an, on a l'AG, et donc c'est un moment aussi qui est important parce que d'abord, ça permet de nous remobiliser, et puis pour l'AG, il faut préparer un bilan moral. Et le bilan moral est intéressant parce que, par exemple, cette année, on a dû reporter l'AG plusieurs fois en raison du confinement et des mesures sanitaires. Et donc, on a tenu l'AG en septembre. Et quand je voulais préparer mon bilan moral, je me demandais finalement si on avait avancé avec l'association, et j'avais l'impression au contraire qu'on n'avait pas fait grand-chose. Et on est nombreuses dans l'association à avoir aussi suivi la formation pour devenir médiateur. Donc, les 2 années précédentes ont été consacrées nous avons consacré beaucoup de temps à cette formation et beaucoup d'investissements personnels. Et donc, la question après médiation, droit collaboratif se posait, et on était un petit peu chamboulés.
Et donc, je me disais, finalement, est-ce qu'on devrait fusionner les associations, enfin, associations de droit collaboratif, associations de médiation? Est-ce que l'un remplace l'autre? Enfin, est-ce que finalement, on n'a pas mis de côté le droit collaboratif? Et en préparant le bilan moral, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, non. On fait beaucoup de choses. Et ça nous a permis à tous de lister nos actions, de lister nos réflexions. Et puis, quand on s'est posé autour d'un buffet pour l'AG, puisque là, on voit qu'en droit collaboratif, la nourriture est très importante. Hein, les petites douceurs sont très importantes. Mais on a tous réfléchi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue nos ateliers? Et unanimement, on a réalisé que c'était vraiment important pour nous de continuer. Donc, on a décidé qu'on continuait dans le même sens et que nos ateliers étaient vraiment fondamentaux pour nous et très utiles. Alors, les difficultés que nous pouvons rencontrer, c'est peut-être les disponibilités de chacun. C'est vrai que dans notre travail, de toute façon, on n'est jamais disponible. Donc, si on ne se bloque pas un créneau horaire, on a toujours une audience, un dossier à finir. Et donc, voilà, se retrouver tous ensemble régulièrement, c'est forcément contraignant. Et puis, je pense que pour nous, la question, je crois que c'est Anne qui en a parlé, la place de l'avocat. Qu'est-ce qu'un avocat? Est-ce qu'on est avocat quand on fait de l'amiable? Est-ce qu'on est avocat quand on fait du collaboratif? Je pense que c'est une question qui est fondamentale, qu'on n'a pas du tout encore résolue, qui va certainement nous occuper dans des prochains ateliers. Et voilà, je pense que ça, c'est peut-être une difficulté fondamentale pour le développement du droit collaboratif. Sommes-nous encore des avocats? Voilà pour notre animation de groupe. Merci beaucoup, Célia. Alors, cette fois, je ne me suis pas trompée. Agnès, c'est à toi. Oui, alors ce qui compte vraiment pour nous, c'est la régularité des rencontres. Alors, c'est à peu près tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Alors, la difficulté que l'on rencontre, c'est comme l'a dit Célia, par exemple, c'est de trouver un créneau qui convienne à tout le monde. Et en fait, c'est mission impossible. Mais finalement, ce n'est pas si grave parce que en fait, ceux qui sont présents, l'atelier ou le groupe de pratique leur est très profitable. Et ceux qui n'ont pas pu être là, savent qu'ils peuvent être là au prochain groupe de pratique. Souvent, c'est vrai qu'on peut avoir une audience qui arrive au dernier moment et on peut être contraint à ne pas pouvoir assister au groupe de pratique. C'est vrai qu'on avait envisagé de faire ça le soir, comme certains de vos groupes de pratique, mais en fait, personne n'avait vraiment envie de choisir un créneau le soir. Donc, on s'en tient à un créneau l'après-midi. Et cette difficulté, c'est d'arriver à être présent en fonction des contraintes que l'on a. L'autre difficulté que l'on peut avoir, c'est effectivement, parfois, tout le monde se met à parler en même temps. Et à la fois, c'est un peu l'intérêt du groupe de pratique, c'est-à-dire de se rencontrer, de se parler, de se réunir. Et c'est vrai qu'on a envie d'échanger. Le but, bien sûr, c'est que ça reste convivial. Donc, on ne veut pas non plus mettre une discipline au sein du groupe ou empêcher de parler. Voilà. Mais c'est vrai qu'on essaye d'appliquer un peu plus l'écoute active et la reformulation et un peu moins se mettre à parler dans tous les sens. Voilà. En fait, on s'est quand même rendu compte que ça fonctionnait mieux quand on était moins que 10 personnes. Finalement, c'était plus facile à organiser et à faire fonctionner quand on était moins de 10 personnes. Je pense que sur l'animation du groupe, alors moi c'est comme Célia, je ne me considère pas du tout comme animatrice du groupe de pratique. Par contre, je facilite l'organisation en ce sens que ceux qui ont décidé d'organiser le groupe de pratique, enfin ceux qui se sont désignés la dernière fois pour organiser le groupe, me font part de leur disponibilité et moi j'envoie un mail pour rappeler à tout le monde que ce sera à telle date, à tel endroit et pour l'organisation pratique. Après, c'est vrai que ça, c'est une richesse, c'est-à-dire que ça soit organisé, pris en fait, finalement, le groupe se prend de lui-même en charge et chacun, à un moment, dit « moi, je vais m'investir dans le groupe et je vais m'investir sur tel thème parce que ça me parle plus et parce que j'ai envie aussi de faire fonctionner le groupe de pratique ».
Et une question également qu'on s'était posée, et ça c'est par rapport justement à la question de la présence, c'est vrai que le groupe de pratique, ça implique aussi beaucoup de temps, d'y consacrer beaucoup d'énergie, même si c'est un moment qui reste un moment très convivial et un moment dont on a besoin. Et on s'était dit, peut-être si on arrivait à faire valider en heures de formation les groupes de pratique, ce serait aussi quelque chose qui faciliterait notre présence. Comme on a ces 20 heures obligatoires de formation, on se dirait, ben voilà, j'en ai déjà fait quelques-unes avec le groupe de pratique. Après, on avait le problème de la légitimité, c'est-à-dire quand on fait un groupe de pratique sans intervenant extérieur, est-ce qu'on peut véritablement le faire valider en heures de formation? Ça nous posait question, en fait. Voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on a pu voir au sein du groupe de pratique. Après, très clairement, nous, on est un petit barreau, on se connaît tous les uns les autres, et le fait d'être en groupe de pratique, ça permet aussi d'échanger et de se voir d'une autre façon. Et c'est quelque chose qui est important pour ensuite pouvoir travailler ensemble, d'avoir cette approche où on discute en fait de nos dossiers, on discute de nos difficultés, et on essaye voilà, d'avoir ce projet commun de travailler ensemble. Anne-Carine? Pardon, Anne-Carine, c'est à toi. Oui, alors effectivement, c'est pas, le groupe de pratique, c'est pas que un long fleuve tranquille, surtout quand ça fait quelques années qui durent. Nous, ça fait déjà 7 ans qu'on est en groupe de pratique, donc c'est vrai qu'il évolue. Et à un certain moment, notre évolution, ça a été de se tourner voilà, vers quelque chose qui était l'association, donc beaucoup plus large, beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus inclusif à la fois pour les autres. Mais si je peux parler de ma difficulté que j'ai eue du passage à un autre, c'est qu'on est passé justement de quelque chose d'assez potentiellement intime et informel, où en tous les cas, on avait vraiment des règles ultra légères, c'est-à-dire que c'était celui qui recevait qui faisait le compte-rendu, mais si jamais c'était toujours un peu la même personne qui recevait ou si ça ne tournait pas assez souvent, spontanément, quelqu'un d'autre intervenait en disant bah, « moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je vais faire le compte-rendu de réunion ». Il était plus ou moins détaillé, plus ou moins succinct, et personne n'y voyait la moindre difficulté. Quand on est passé en association, j'ai été secrétaire de l'asso, et moi, naturellement, qui dit secrétaire, dit PV, dit convocation, dit tenue des conseils d'administration, dit respect des statuts. Et je me suis complètement, moi personnellement, perdue dans ces règles. Donc, ça m'a beaucoup pesé au point de vouloir lâcher en fait le secrétariat général de ça, en disant il faut que ce soit quelqu'un qui le prenne moins à cœur, le cas échéant, qui soit plus disposé à lâcher prise. Voilà. Et après, voilà, l'envie de se renouveler, mais au niveau du groupe de pratique, avec quelque chose qui est, comment dirais-je, voilà, soit plus informel. Moi, j'ai envie de retrouver quelque chose personnellement de plus informel. Ce que disait Anne, à un certain moment, voilà, il y a des différentes évolutions. Puis moi, voilà, on m'a collé des règles. C'était trop de règles, tue la règle. Donc, on en a suffisamment dans notre métier. J'ai envie de dire, on doit suffisamment la respecter pour les autres. Donc, moi, je voudrais que dans notre groupe de pratique, ce soit moins ça. Voilà, et donc réussir voilà, à faire rendre compatible à la fois ses propres besoins, les besoins des autres, la vision aussi, la vision plus intimiste du groupe de pratique avec celle qui au contraire inclurait plus de personnes à l'extérieur, c'est des vraies difficultés. La nécessité d'en parler, la nécessité, parfois la barque, elle tangue, et puis comme on a un passé, j'ai envie de dire, extrêmement prolixe, profitable, sur lequel on a pu construire, j'avais presque envie de dire c'est un couple à plusieurs. Du coup, on a aussi fondé sur le passé pour affronter les périodes parfois un peu plus difficiles, où on est un peu moins créatif, on a un peu moins de temps, et ce qu'il y a de bien, c'est la passation en fait il y en a un qui a moins la possibilité, donc quelqu'un d'autre qui reprend un peu plus le lead. Voilà, et finalement l'équilibre se retrouve à ce niveau-là, et je trouve, alors là vraiment, j'ai adoré la préparation de ce webinaire et
et le webinaire, c'est combien j'y participe, j'ai le droit d'en profiter aussi, c'est toutes les idées qu'apportent voilà, les différents autres groupes de pratique. Ça me donne moi plein d'idées pour l'animation d'une autre. Et je pense que la prochaine réunion qu'on doit avoir, comme c'est ça, dans 2 jours, elle va être à débriefer de ce webinaire si tous mes petits camarades n'y étaient pas. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Carine. Sandrine? Oui, la question des difficultés, c'est une très bonne question. Bah, Il n'est pas facile de répondre. Alors, je dirais que les premières difficultés, la logistique, ça se règle assez vite. Et ça se règle assez vite sur ce que disait Anne, c'est le rythme. Finalement, assez vite, je pense que le groupe a trouvé ses marques autour du rythme, du calendrier des réunions. Nous, on les fait parfois au cabinet de l'un, parfois au cabinet de l'autre, parfois au domicile de l'un, parfois au domicile de l'autre. En fait, c'est toujours les 5-6 qui proposent et qui accueillent. Et ce n'est pas un problème que ça ne soit pas tout le monde et ça se fait comme ça. De la même manière qu'au fil du temps, on a mis en place des petits outils de partage, des WhatsApp, une Dropbox, des choses pour que l'information circule. Donc là, la logistique, ça s'arrange vite. Le sujet, c'est qui anime? Est-ce qu'il y a un animateur? Est-ce qu'il en faut un ou pas? Je pense que dans les débuts, c'est nécessaire. Il faut qu'il y ait quelqu'un ou un couple, enfin un binôme, qui soit à l'impulsion du groupe, qui crée la colonne vertébrale, qui l'intègre, qui fédère autour de soi. Après, la difficulté, c'est dans la durée. Est-ce que ça doit être le même? Est-ce que et c'est un peu ce que j'ai éprouvé moi au bout de quelques années, à un moment quand il n'y en a qu'un qui fait, qui organise, qui relance, qui machin, on peut être fatigué, on a d'autres soucis, on a trop de travail, etc. Et donc là, il faut créer le relais. Et il faut arriver à partager et être dans le collectif. Et mes petits camarades, ils l'ont très bien vu à un moment. Et on a essayé de tester d'autres formules. Et finalement, celle qu'on fait en ce moment, c'est plutôt qu'il y a un binôme qui se charge d'une réunion et puis ça change au binôme suivant. On le fait en lien. Moi, ça m'aide, ça les fait participer, ils sont plus actifs, je me sens moins investie de la casquette de chef, parce que de temps en temps, ils disent tous chef, mais bon, je n'ai pas envie d'être chef, forcément. Donc voilà, je pense qu'il faut un animateur, il faut quelqu'un qui soit la colonne vertébrale, mais pas tout le temps, pas exclusivement, et pas forcément toujours le même à vocation. Ça, c'est une première difficulté du groupe en général. Les 2 autres grosses difficultés du groupe qu'on a pu tester et auxquelles je pense, c'est par exemple la confusion des rôles. On l'a vu, nous, dans notre groupe, parce qu'on est à la fois un groupe d'avocats qui faisons des processus collaboratifs dans nos coins, et puis on a aussi des fonctions associatives au niveau de la FPDC ou des fonctions secrétariat. Et finalement, c'est très difficile d'être complètement étanche à sa casquette de formateur, à sa casquette de membre du CA, à sa casquette de membre d'un groupe. Ça peut être une casquette de médiateur, ça peut être n'importe quelle casquette. Mais le fonctionnement d'un groupe, c'est quelque chose qui est en général assez fermé, assez protecteur. Et quand on fait trop de vases communicants entre des fonctions d'un côté et le groupe lui-même, ça peut créer des dissensions, des difficultés, des incompréhensions, des envahissements, etc. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut essayer d'être vigilant. Et du coup, quand on le sent, essayer d'en parler pour essayer de définir quelle est la place de chacun. Et ça, c'est vraiment pas un exercice très facile. Et c'est là où il faut redoubler et de bienveillance et d'écoute. Et c'est là où le collectif, c'est-à-dire que la vigilance de certains qui disent mais attention, tu ne penses pas est-ce qu'on pourrait en parler, est-ce qu'on pourrait débriefer de ça? Ça, c'est absolument indispensable. Et l'autre difficulté à travers laquelle on est passé, c'est dans les projets collectifs. Finalement, un groupe de pratique, est-ce qu'il va faire un projet collectif? Et en fait, on se retrouve avec la difficulté de la gestion de projet, qui est personnellement pas mon métier. Je ne sais pas faire. Donc, je suis tombée dans à peu près tous les panneaux de la mauvaise gestion de projet et on est tous collectivement tombés là-dedans. Et par exemple, quand on se lance dans une série d'articles à écrire, etc.,
sans trop se poser la question parce qu'on était dans l'urgence de comment on allait faire. Donc, qui allait rédiger? Alors, on s'était dit, on va rédiger chacun, mais finalement, qui va aller donner la patte de l'unité? Qui allait donner le cadre? Qui allait contrôler? Et alors, pourquoi il y en a qui dirigent et il y en a qui écrivent et il y en a qui ne sont pas entendus? Et qui est légitime? Et qui a la science? Et en fait, toutes ces questions, elles sont rentrées par la fenêtre parce qu'on ne les avait pas débriefées à l'avance. Et ça a créé des tensions et ça n'a pas été facile. Alors, on a fini par s'expliquer, surmonter, digérer, etc. Mais c'est un point de vigilance, c'est-à-dire se poser la question de ce que c'est que notre groupe de pratique, ce qu'on veut faire à l'intérieur. Et quand on a un projet, essayer de le creuser, de le valider en amont plutôt qu'en aval, c'est un peu plus facile à faire. Et finalement, on a eu 2 ans où on s'est lancé dans des projets. Et puis finalement, quand on a débriefé, on s'est un peu recentré sur nous-mêmes, sur notre cœur d'activité, en disant on va peut-être élaguer tout ça. De quoi on a envie? On a envie d'analyser notre pratique, on a envie de travailler le processus, et puis on va peut-être revenir à notre cœur, ce qui fait notre cœur d'activité. Donc voilà, c'était pour partager avec vous les difficultés qu'on peut rencontrer au long cours dans la gestion du groupe. Mais c'est vrai, de la même manière qu'on rencontre des choses différentes. Moi, par tempérament, je suis plutôt cadrée, organisée, donc ça m'allait bien de faire des choses cadrées, organisées. Il y en avait d'autres qui ont trouvé que le cadre, ça avait un sens dans le processus collaboratif, qui est aussi un cadre, et que le cadre, c'est 50% de la réussite du truc, donc ce serait bien qu'on ait un cadre. Donc on se fait des petites charges, des petits trucs, et puis on a testé, puis finalement le cadre, il est là. On s'en sert de temps en temps, mais la plupart du temps, il est un peu souple. Mais voilà, par exemple, on avait mis des petites règles en place parce que organiser des formations payantes, c'est bien, mais il faut payer. Il faut payer. Comment? Et est-ce qu'on a tous envie de payer? Et est-ce qu'on peut tous payer? Et finalement, il a fallu qu'on débriefe de ça pour se mettre d'accord sur, à un moment donné, les règles auxquelles le groupe adhérait correctement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les changer, ça ne veut pas dire qu'on va changer. Mais comme par exemple, on intègre régulièrement des membres nouveaux, on est un groupe fermé, mais il y en a qui partent. Et puis, il y a la magie des rencontres. On a aussi envie de faire rencontrer des gens. Donc, ça fonctionne sur la cooptation. Mais du coup, c'est bien de pouvoir expliquer à un nouveau, voilà, comment nous, on fonctionne, quel est notre socle à un moment donné, quel est le socle qu'on partage. Ça permet de le communiquer. Mais il y a des groupes qui en ont besoin, il y a des groupes qui n'en ont pas besoin. Mais ça peut aider certains. Comme ça peut... il ne faut pas être trop rigide. C'est ça l'idée. Mais moi, j'aimais bien l'idée du cadre auquel on peut se référer de temps en temps. Je trouvais ça confortable. Tout comme je trouve confortable le fait de ne pas respecter l'ordre du jour et de passer 3 heures à grignoter des trucs ou à boire du rosé avec mes copines à la fin. Voilà. Donc, c'est une espèce de mélange subtil et permanent, mais il faut se faire confiance sur la capacité collective qu'on a à réussir ça. Voilà pour mes difficultés d'organisation. Merci Sandrine. Alors, on joue avec le cadre et l'espace, la liberté, le lâcher-prise, la curiosité. C'est bon, décidément enthousiasmant. C'est décidément enthousiasmant, ouais. Alors, on aborde la dernière question de notre webinaire. Alors là, j'imagine que ça va être l'explosion de bonheur. Quels sont les apports d'un groupe de pratique? Alors, Anne, c'est toi qui as la chance de démarrer sur ce sujet. Quels sont les apports d'un groupe de pratique? Et je te vois déjà sourire, donc j'imagine. Écoute, moi, je te dirais, pour moi, ce groupe, il est essentiel, hein, pas seulement pour moi, je pense pour tous ses membres. Je parlerai que de moi, puisque c'est moi qui parle là, mais il est essentiel sur un plan professionnel et personnel. C'est un rendez-vous que j'attends avec impatience. J'en sors toujours pleine d'enthousiasme et d'envie et complètement rassurée sur, j'allais dire, pour moi, c'est une réassurance professionnelle en fait. Je pense que, comme beaucoup d'entre vous, moi, quand j'ai rencontré le processus collaboratif dans ma vie d'avocat, c'était un moment compliqué. Je ne supportais plus une certaine forme de pratique et donc j'ai trouvé des choses essentielles avec ce processus, mais elles sont entretenues et nourries une fois par mois en fait. Après chaque réunion, je me dis mais oui, bien sûr. C'est ça revient, c'est stimulé en fait à chaque fois. Donc, elle est essentielle, la fonction de ce groupe. Puis c'est aussi un réseau humain, c'est un réseau amical, c'est un réseau de professionnels, en tout cas
enfin, je ne doute pas pour vos groupes aussi, sont des professionnels exceptionnels. Donc, quand on a un souci dans un dossier, on sait qu'on peut compter sur les autres et on n'en s'en prive pas. Donc, c'est à la fois un réseau personnel et professionnel essentiel. Et puis, je pense que moi, maintenant, j'ai une pratique assez régulière du processus. Je ne l'aurais pas eu sans ce groupe. Je suis entrée dans ce groupe sans avoir jamais pratiqué le processus collaboratif ou presque pas. Et au fil de nos échanges, moi, écoutez, comme l'a dit très bien Sandrine, c'est très hétéroclite. Nous, on a dans notre groupe des gens qui n'ont jamais pratiqué. On a 7 formatrices, donc vous imaginez le gap entre les niveaux de formation. Mais d'écouter les uns et les autres et de se nourrir de ça, ça m'a donné du courage, ça m'a donné de la force, ça m'a donné de l'envie et ça m'a permis de développer ma pratique. Sans ce groupe, je n'aurais pas de pratique aujourd'hui ou très peu. Voilà. Merci Anne. Donc, c'est un moteur. Ah, mais absolu, essentiel. Super, super. Merci Anne. Et je terminerai juste en disant justement, moi j'ai tellement tiré de bénéfices de mon groupe de pratique. Alors aujourd'hui, il est clos parce qu'on est beaucoup, mais si certains ont envie de venir comme invités pour assister à une réunion ou si certains ont besoin de conseils, vraiment n'hésitez pas, je serai très heureuse, on sera très heureux de vous aider. Merci Anne de cette générosité. Cécile, c'est à toi. Oui, alors en fait, moi sur les apports du groupe de pratique, j'ai noté 3 idées. D'abord, la richesse du partage, parce qu'effectivement, c'est un temps extrêmement important, c'est un lieu important et c'est très enrichissant pour les membres. Deuxièmement, j'ai noté la solidarité entre nous, parce qu'effectivement, quand on a des difficultés, on sait très naturellement que les confrères du groupe sont des confrères vers qui on peut se tourner et auprès de qui on va pouvoir faire état des difficultés et chercher ensemble des solutions. Et le collectif, évidemment, dans ce cadre-là, c'est extrêmement important. Et puis, dernier point, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'effectivement, pour celles qui, dans le groupe, ne pratiquent pas encore ou pas le processus collaboratif, en fait, de participer au groupe de pratique, c'est vraiment continuer à faire vivre le processus et les apports de la formation au quotidien par ces échanges qu'on a entre nous et de garder tout le temps présent l'intérêt pour cette approche. En fait, que ce soit parce que effectivement, si on ne fait pas de processus collaboratif, on peut aussi mettre nos lunettes négociation raisonnée dans les dossiers et puis avoir des bonnes idées et des approches différentes et puis débloquer des dossiers, etc. Et ça, le fait de pouvoir échanger entre nous là-dessus, je pense que ça a vraiment permis, et de façon complètement déconnectée du fait de savoir si on pratique en processus collaboratif ou pas réellement en signant des contrats de processus, enfin des contrats de participation au processus, ça permet vraiment d'accompagner et de nourrir cette utilisation concrète de ce que nous ont apporté les formations et dans nos vies professionnelles et dans nos vies personnelles. Et je termine comme Anne. Moi, j'ai envie d'inviter les confrères qui sont intéressés par un groupe de pratique à Paris, donc un petit groupe de pratique comme Trait d'Union. Ils sont les bienvenus pour venir nous rencontrer, pour venir participer à une séance et pourquoi pas intégrer le groupe. Nous, on n'est pas un groupe fermé, on est un petit groupe. Donc voilà, en tout cas, bienvenue à ceux qui ont envie de voir concrètement une séance de Trait d'Union. Merci. Qui oserait dire que les praticiens au processus collaboratif ne sont pas généreux? Franchement, hein, c'est beau. Célia, c'est à toi. Alors, oui, moi, dans le même sens que Anne et Cécile, c'est vrai que la participation à ce groupe crée d'abord des échanges vraiment de qualité et puis un vrai lien entre les membres du groupe. Comme Agnès, je fais partie d'un petit barreau, donc on se connaît tous. Mais là, participer régulièrement à ce groupe, ça va plus loin. Ça crée vraiment des relations qui sont beaucoup plus profondes. Ça permet de se découvrir aussi bien personnellement que professionnellement. Et professionnellement, ça permet de créer des partenariats parce qu'ensuite, on a envie de travailler ensemble, que ce soit en collaboratif ou non, dès que possible en collaboratif. Mais forcément, on est dans une telle relation de confiance que pour nous, c'est confortable de travailler ensemble. Quand on sait que dans un dossier que c'est un des membres du groupe qui est l'avocat de l'autre partie,
on sait que tout se passera bien, qu'on est en confiance et qu'on va pouvoir avancer de manière vraiment constructive. Donc ça, c'est essentiel, je dirais, pour la pratique professionnelle de manière générale et globale, un confort de travail. Et puis, par rapport vraiment à ce processus, ça permet de se lancer, parce que c'est vrai que dans le groupe, on avait tous le sentiment à la suite de la formation que c'était un processus très lourd, qu'il allait être difficile à mettre en œuvre, qu'il allait être difficile à vendre à nos clients. Alors d'abord, il fallait commencer par se convaincre nous-mêmes. Donc le groupe l'a permis. Excusez-moi, il y a mon chat qui passe. Donc, se convaincre nous-mêmes, avoir confiance en nous, et puis se rassurer par rapport au processus et se l'approprier. Donc, je pense que vraiment travailler ensemble, ça nous a permis d'abord d'y croire encore plus que ce qu'on y croyait en sortant de la formation, mais je l'ai déjà dit, hein, de s'en sentir capable et faire que ce processus devienne le nôtre. Donc, pour moi, c'est vraiment indispensable. Et il est clair également que si je n'avais pas fait partie d'un groupe de pratique, je n'aurais pas osé me lancer comme je le fais aujourd'hui dans le processus. Donc, je ne peux que le recommander, le conseiller. Et puis, moi aussi, je suis à disposition de ceux qui souhaiteraient créer un groupe ou une association pour donner un coup de main, bien évidemment. Merci beaucoup, Célia. Alors, Agnès, même enthousiasme de ton côté? Oui, même enthousiasme, avec un petit bémol, c'est que du fait de la crise sanitaire, on a totalement stoppé les groupes de pratique. Alors, je vois que certains ne l'ont pas fait ou ont fait des vidéos, mais c'est vrai que nous, on n'a pas imaginé de pouvoir faire ce groupe de pratique en visioconférence. On n'y est pas arrivé, en fait. Mais c'est vrai que l'apport du groupe de pratique, c'est surtout de rester mobilisé et de se stimuler en permanence pour continuer à proposer le droit collaboratif et se dire, bon, allez, on se lance, on y va. Et c'est vraiment quelque chose d'important, cette stimulation. L'autre apport, c'est que ça nous permet aussi de nous rencontrer et de nous connaître, parce que souvent, au sein du barreau, on travaille les uns contre les autres et on est toujours un petit peu contre les mêmes personnes. Et ça fait du bien aussi de se connaître autrement et de parler différemment, de voir qu'on peut travailler ensemble. Et enfin, c'est vrai que ça a eu un apport tant professionnel que personnel, c'est-à-dire c'est un moment de convivialité, ce groupe de pratique, un moment où on peut vraiment se rencontrer et parler ensemble d'une conception du métier un peu différente. Et du coup, le fait d'avoir ce projet commun, de dire on peut aussi travailler différemment, on peut aussi être dans l'amiable et pas tout le temps dans le conflit, c'est vraiment un apport exceptionnel. Voilà. Merci beaucoup. Donc, avocat de l'amiable, alors c'est possible. Avocat collaboratif, on s'est posé la question tout à l'heure. Je crois, si je ne me trompe pas, Anne-Carine, que c'est à toi. Alors bon, comme je suis en droit des affaires, je vais vous parler business. Et pour moi, le groupe de pratique, en dehors de l'humain, mais ça tout le monde l'a dit, donc je ne vais pas le répéter, le groupe de pratique est un apporteur d'affaires en lui-même. Voilà, que les choses soient très claires. Je crois que nous, dans notre groupe, on a tous, plus ou moins, à un moment ou à un autre, travaillé ensemble. Voilà, on s'est échangé des dossiers, que ce soit en processus collaboratif ou pas. Tel qui nomme un autre, fait nommer un autre médiateur, parce qu'on est aussi un certain nombre à être nommé médiateur. Tel autre qui dit bah, « moi, ce dossier-là, je ne peux pas le traiter, est-ce que tu peux le traiter ?» On a un conflit d'intérêts. Ou dans un conflit, par exemple, entre associés, et ben, on sait qu'il y a aussi des problèmes de salariat, paf, en droit social, on va faire intervenir un autre membre de notre groupe. Ça peut être pour la rédaction d'articles, ça peut être pour créer des petits déjeuners, ça peut être pour créer des événements, des présentations, des processus collaboratifs. Voilà, il y a un socle de personnes dans lequel on a confiance, avec lequel on a appris à se connaître, avec lequel on sait qu'en fait, on aime raisonner, travailler et que finalement, on partage les mêmes valeurs. Et ça, je pense que c'est super important parce que c'est un groupe avec lequel finalement, on a beau être différents, on partage les mêmes valeurs.
et d'avoir de la réassurance finalement que en confiant le dossier à telle personne, on sait qu'il sera traité de telle manière et éthiquement avec ces mêmes valeurs. Je trouve que c'est voilà, c'est très rassurant, ça fait plaisir et puis voilà, je trouve que c'est vraiment très riche dans tous les sens du terme. Voilà. Merci Anne-Carine, j'adore. Moi, je vais sortir avec une forme pas possible ce soir. Sandrine, c'est à toi tu as la main en dernier, la parole en dernier. Également, je ne voudrais pas redire tout ce que vous avez dit. Je voudrais juste partager le petit motto, le petit slogan de notre groupe avec vous. C'est avocat collaboratif, c'est être avocat autrement. Et c'est vraiment ça, c'est être avocat à part entière, mais avocat un peu différent. Et j'allais abonder dans le sens d'Anne-Carine, parce que je me souviens d'une réunion intergroupe avec son groupe de droit des affaires. Et j'avais trouvé que le partage de nos différences était très enrichissant et que leur approche pragmatique, financière, rentable du dossier était quand même quelque chose qu'on avait tout intérêt à développer en droit de la famille. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Un groupe de pratique, c'est un réseau, ça vous apporte des dossiers, des bons dossiers et des dossiers sur lesquels vous aurez plaisir à travailler. Et je ne connais pas beaucoup d'autres moyens de travailler dans la bonne humeur et de manière rentable. Donc, n'hésitez pas, ça n'arrive pas tout de suite. Il faut quand même le temps de créer cette confiance, d'apprendre à travailler ensemble, parce que ce n'est pas si facile que ça, toujours, de travailler avec ses amis. Parce que souvent, dans un groupe de pratique, on se connaît très bien personnellement, mais on n'a pas forcément travaillé ensemble. Donc, c'est aussi une expérience à pratiquer. Mais je trouve que groupe de pratique, le maître mot, c'est développement. On développe sa pratique professionnelle, on développe sa compétence en processus collaboratif, mais on développe aussi ce qu'on est, ce qu'on a envie d'être, et ça vous accompagne. Voilà, et c'est pour ça qu'on en redemande, c'est pour ça qu'on a imaginé de faire essaimer les groupes de pratique. C'est pour ça que ce webinaire existe aujourd'hui, c'est parce que vraiment on voudrait convaincre la terre entière et tous les avocats formés et même les autres qu'ils vont retrouver à travers ce mode d'exercice, la confraternité qu'ils n'avaient peut-être pas eu le plaisir d'avoir, surtout dans les gros barreaux au départ, et que c'est vraiment essentiel. Les Américains, ils ont fait la réussite du collaboratif sur ces groupes de pratique-là. Il ne faut vraiment pas l'oublier, il faut s'en inspirer, et puis il faut le vivre tout simplement. Vivez le groupe de pratique, c'est bien. Merci Sandrine. Dominique. Oui, merci parce qu'effectivement, on a voulu démarrer l'année avec ce webinaire pour donner la pêche à tout le monde parce que à vous entendre, ça donne la pêche, ça donne envie. Vous avez bien partagé vos envies, vos idées et votre diversité. J'aurais une dernière petite question, un dernier thème à vous soumettre parce que Sandrine vient de parler de rencontres entre groupes. Quelle expérience avez-vous des rencontres intergroupes de pratique? En avez-vous? Elles sont différentes, j'imagine. Je veux dire, vous avez pratiqué, vous faites ça. Quel est l'apport? Vous avez du coup fait un peu ce qu'on fait ce soir, c'est-à-dire échanger vos pratiques. Qu'est-ce que vous avez fait dans les réunions intergroupes? Alors, si je repars sur l'exemple, voilà, on avait trouvé très intéressant de faire une réunion. Alors, c'était 2 groupes, droit des affaires, droit de la famille, pour confronter les différences d'approche, puis se donner des tuyaux. Enfin, je veux dire, partager l'expérience, exactement ce qu'on vient de faire ici, puis apprendre à se connaître. Donc, ça, c'était génial. On a fait aussi la même chose avec des groupes de pratique de droit de la famille. On a accueillir des groupes en devenir à un moment pour leur dire voilà, on est comme on est, on fait comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous dirait de faire la même chose? Est-ce que vous avez besoin d'aide? C'est plus difficile de faire un forum des groupes de pratique parce il faudrait le palais des congrès, donc on n'y arrive pas. On est souvent essayer quand même. Mais je trouve que l'échange et encore plus l'échange avec les groupes qui ne soient pas forcément parisiens, c'est-à-dire que je trouve extrêmement enrichissant d'avoir des échanges sur la pratique avec ce qui se fait dans les autres barreaux, dans les barreaux plus petits, comment ça fonctionne la synergie en processus collaboratif quand on est un barreau de 400, quand on est un barreau de 200,
quand la proportion des avocats formés, c'est quasiment la moitié, alors que nous, à Paris, c'est quand même un peu plus compliqué. Voilà, ça sert à ça, c'est-à-dire de confronter les modèles, de s'en inspirer, de les faire évoluer, et puis surtout de faire, pour moi, c'est ça les groupes de pratique, c'est aussi faire remonter cette expérience-là pour qu'au niveau national, je dirais, ou au niveau de l'association, ou de ceux qui réfléchissent davantage à ce que doit être le processus collaboratif pour que ça fonctionne dans notre pays, eh ben, on puisse s'inspirer de tout ce qui a été fait à gauche et à droite pour faire en sorte que ça soit encore plus efficace et encore plus adapté à notre droit, à notre pratique, à nos clients, à notre domaine d'activité. Donc, cette interaction, elle est absolument essentielle. Mais... Anne-Carine qui a rencontré, qui était le groupe rencontrant l'autre groupe, qu'est-ce que tu nous en dis de cette rencontre intergroupe? Nous, on avait déjà commencé, Sandrine, enfin, c'était au tout début de la création de notre groupe. On avait fait un déjeuner et je me rendais compte, alors déjà, ils avaient plus d'expérience que nous, hein, ils étaient plus vieux que nous en termes d'ancienneté de groupe. Et donc, ils avaient déjà un actif, et donc on a finalement un peu fait ce qui se fait aujourd'hui au cours du webinaire, c'est-à-dire qu'elle nous a fait un retour d'expérience sur la manière dont fonctionnait son groupe, ce qu'ils y avaient fait, voilà, les formations qu'ils faisaient, ce qui nous a donné des idées. Et après, on s'est dit, mais voilà, ce déjeuner, c'était extra. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas en sorte que nos deux groupes se rencontrent et que cet échange soit étendu en fait à nos deux groupes de pratique. Et d'ailleurs, je trouve que c'était une fort bonne idée qu'il faudrait qu'on renouvelle avec chacun d'entre vous. Je ne sais pas quand, mais je trouve que c'est voilà, de se faire se rencontrer pour étendre le maillage, pour accroître la créativité. Et puis, Dominique, je ne sais pas si tu as l'intention d'en parler, mais l'aide à la création des groupes de pratique que peut apporter la FPDC. Absolument, on va en parler. Mais Cécile voulait nous parler d'intergroupe aussi. Oui, en fait, nous, Trait d'Union, tout nouvellement créé, on avait été gentiment invités par un grand groupe de pratique et collaboratif team, et ça avait été formidable. En fait, on avait été invités à participer à une réunion. On avait participé, et d'ailleurs qui comprenait pour partie de la formation, et ça avait été formidable pour nous parce que ça nous avait donné vraiment une vision hyper concrète d'un groupe de pratique ayant déjà une grosse habitude dans le temps, en fait. Et puis, ça avait permis, avec l'échange avec les confrères à l'issue, au-delà, etc., de poser des questions, vraiment d'avoir des réponses très, très, très concrètes sur toutes les questions qu'on pouvait se poser. Donc, ça a été vraiment, ça nous avait un peu mis le pied à l'étrier. Enfin, je dirais que ça avait vraiment, ça nous avait beaucoup, beaucoup aidé. C'était formidable. Et puis, effectivement, bon, là, maintenant, vu le contexte, c'est difficile d'imaginer les réunions, etc., mais effectivement, je pense que c'est très, très enrichissant de faire ça, d'envisager aussi des formations ensemble. Enfin, c'est toujours un moment important, en fait, ça. Je pense qu'il faudra vraiment qu'on s'attache, quand ce sera plus simple de le faire, à renouveler ces expériences-là. En fait, au-delà des échanges qu'on peut avoir les uns et les autres par notre réseau, par les confrères qu'on connaît, etc., parce que ça permet aussi de nourrir les idées. Quelqu'un d'autre veut intervenir là-dessus? Non? C'est bon? Il est bientôt l'heure, on va clôturer, mais effectivement, il y a des questions, et les questions portent essentiellement sur comment rejoindre des groupes de pratique. Alors déjà, vous avez entendu que vous pouvez être invité dans des groupes. Pour rejoindre un groupe de pratique, on ne va pas vous solutionner ça ce soir. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous rendre sur le site de la FPDC. Vous avez un onglet, une rubrique groupe de pratique. Vous avez dans cette rubrique un onglet mode d'emploi. Et dans le mode d'emploi, vous avez un formulaire à télécharger et vous avez le mail de notre responsable de ce pôle au sein de la FPDC et on vous recontactera, toutes celles qui ont laissé leurs coordonnées là sur les questions-réponses. J'ai noté vos noms. On vous contactera, on essaiera autant que possible de vous mettre en relation avec des groupes qui existent ou des groupes à se constituer. Parce que j'espère que ce webinaire, et je voudrais remercier nos intervenantes et remercier notre public pour votre présence, vos interventions. Vous avez encore une fois donné envie, vous avez montré la diversité, mais vous avez surtout montré la nécessité
de faire des groupes de pratique pour pouvoir développer le processus collaboratif, entre autres, je dirais, parce qu'on a bien entendu que ça apportait encore bien d'autres choses. Donc, ce groupe de pratique est extrêmement important. Encore une fois, nous en sommes convaincus. Si nous avons organisé cet événement ce soir, c'est pour vous faire partager cela. Et nous allons essayer de faire autant que faire se peut, tout ce que l'on peut pour vous mettre en relation, pour vous aider à créer des groupes de pratique. Nous avons fait un vadémécum qui est à la disposition des adhérents sur le site pour la création et l'animation des groupes de pratique. Nous pouvons vous y aider. Sandrine, ici présente, anime un atelier de 2 heures sur vivre le processus en groupe de pratique. Et donc, vous pouvez nous écrire pour vous inscrire parce que les dates ne sont pas encore sur le site, mais elles le seront bientôt parce que Sandrine va bientôt s'en occuper parce que nous allons avoir plein de demandes après ce soir. Donc, alors, j'attendais un espoir Covid-free. Bon, il va falloir que je fasse des zooms. Voilà. Donc, encore une fois, nous essayons de faire le maximum pour vous aider dans cette constitution, dans le fait de vivre, de faire vivre vos groupes de pratique. Et n'hésitez pas à nous contacter. Donc, si vous voulez faire partie d'un groupe de pratique ou en rejoindre un, si vous voulez en créer, et si vous êtes déjà dans un groupe, n'hésitez pas à vous faire connaître parce qu'on pourra faire un autre webinaire avec d'autres intervenants qui nous montreront aussi leur pratique. Plus on est divers et plus il y a d'idées, vous le savez bien. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître. Là encore, vous trouverez sur le site le nom de notre responsable, toujours à la rubrique groupe de pratique, mode d'emploi. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à vous faire connaître. On a besoin de vous. On a besoin aussi de connaître ce que vous faites parce que ça peut nous donner des idées. Vous avez vu que c'était bien d'échanger. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître. Un mot avant de clore pour vous dire également que tous les mois, nous faisons des présentations du processus collaboratif en visio. Les dates sont sur le site. Nous faisons aussi les formations. Vous avez les dates sur le site, mais la prochaine, c'est le 27, 28, 29 janvier. Le 27, c'est la fin de journée. Et 28, 29 janvier, plus 3, 4, 5 mars. Il y a aussi la formation du mois de mars et du mois d'avril qui sont déjà sur le site. Encore une fois, n'hésitez pas à y aller. Nous avons aussi des formations complémentaires. Et je le rappelle, donc cet atelier spécifique pour les groupes de pratique. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions en suspens, pour tout renseignement. Vous allez sur le site, vous laissez vos coordonnées, vous nous appelez, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas non plus à manifester votre intérêt pour le processus collaboratif en adhérant à l'association. J'étais la gardienne du temps. Je vous remercie toutes parce que je n'ai pas eu à intervenir et nous sommes à 19h28 pour finir à 19h30. Donc, nous sommes parfaitement dans les temps. Merci, un grand merci à vous. Merci pour votre générosité, pour votre envie, votre enthousiasme et vive le processus collaboratif. Donc, encore une fois, un grand merci et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup.